Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Je m'appelle Nevin Barnett et sur ce podcast, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Et aujourd'hui, j'ai un épisode un peu spécial parce que j'ai quelqu'un avec moi d'un peu spécial pour moi. Donc c'est un épisode que je voulais faire depuis longtemps, mais j'attendais un petit peu d'avoir le podcast qui se mettait en route avant de l'avoir sur le podcast. On est aujourd'hui à Marbella, ou Marbella. Il fait super beau. On est devant un petit coucher de soleil où on voit Gibraltar et un petit bout de l'Afrique. C'est assez exceptionnel. Donc j'ai quelqu'un avec moi qui, si vous me suivez, vous savez qui c'est. Je le connais, on est amis depuis maintenant pratiquement 10 ans. D'ailleurs, il était surpris quand je lui ai dit ça la dernière fois parce que c'est vrai que les années passent tellement vite et que ça ne nous rajeunit pas qu'il se disait c'est pas possible, attends, laisse-moi compter sur les doigts de ma main. Et effectivement, ça fait presque 10 ans. Il s'agit évidemment d'Antoine Fonbonne qui, comme vous le savez déjà, est mon partenaire sur les différentes activités qu'on a en commun via Bayesian, via les différentes formations qu'on a faites. Et aujourd'hui, on va profiter du fait qu'on a eu le Meetup Bayesian hier, donc qu'on soit ensemble et que je suis venu et que tu m'as très bien accueilli à la maison dans son grand appartement de Marbella pour faire un petit épisode et justement profiter de ces quelques questions que j'ai envie de te poser vu qu'on est au calme. Il risque de faire un peu froid, donc j'ai mon bonnet, j'ai ma doudoune, etc. Donc on est prêt en tout cas pour quelques minutes ensemble. Comment ça va Antoine? Ça va mon gros, ça va super. Sous cette magnifique vue sur mer, c'est exceptionnel. Je vérifie qu'il est bien son micro, mais évidemment il a bougé. Donc, il a bougé déjà? Mais oui. Putain. Voilà, ne bouge plus. Faut que je le mette au bout d'un rouleau de sopalin. C'est ça. Ouais, vous verrez pas la vue, mais nous on la voit et tous les soirs c'est un cadeau du ciel, c'est exceptionnel. Exactement. Donc j'ai préparé quelques questions pour toi. Okay. Ça fait un moment, parce que je sais que je voulais faire ce petit épisode. Ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu quand même, hein, pour donner le contexte. Nevin est parti en Australie il y a 2 ans et moi j'étais parti en Thaïlande, histoire de découvrir un peu le monde. Et depuis, à cause du Covid, de la coercition qu'on subit tous avec la situation sanitaire, on n'a pas pu se revoir étant donné qu'il n'a pas pu rentrer en Europe et que moi j'ai pas pu aller en Australie depuis. Donc on ne s'est pas vu depuis janvier 2020. Ouais, et ce qui était marrant, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement le dernier meet-up Bayesian. Meet-up, ouais, exact. Alors je suis aussi un peu malade, je suis négatif en termes de Covid, mais je tousse et je m'enrhume, donc si je me mouche le nez, j'essaierai de le couvrir au montage, mais c'est pas sûr. Voilà. Justement, en 2 ans, qu'est-ce qui a changé un petit peu dans ta vision d'aborder la nutrition, l'entraînement, etc. Est-ce qu'il y a des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces 2 dernières années, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un petit peu dans ta vision des choses, ta vision d'aborder ta nutrition, ton entraînement ou même ce que tu recommandes aux gens en général? C'est une question intéressante parce que j'ai l'impression que depuis... J'allais dire depuis le Covid, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment mettre une date de début, une date de fin? Tu vois, c'est tellement pourri comme situation, ce qu'on est tous en train de vivre. Et encore, nous, on a la chance de la vivre dans des conditions qui ne sont pas trop horribles. Et moi, j'ai réussi à esquiver pas mal des confinements et des tensions qu'on a vécues, notamment en France, etc. Donc, mais depuis que tout ça s'est mis en place, j'ai l'impression que les choses ont pris une tournure différente et que les priorités ont un peu évolué. Tu vois, genre au début de l'an dernier, j'avais le sentiment que ça allait peut-être... non, je dis début de l'an dernier, mais début 2020 en fait. Au début de l'année d'il y a 2 ans, au début du confinement, quand je suis revenu de Thaïlande pour me confiner avec mes proches, parce que je pensais que ça allait être une situation absolument gravissime si je la vivais pas aux côtés de ma famille et qu'il fallait absolument que je revienne, etc. J'avais l'impression qu'on serrait les miches et qu'on se préparait à encaisser le plus dur pour les semaines et les mois où la situation allait durer. Et j'avais pas vraiment anticipé. Je me souviens des conversations qu'on avait quand j'étais retranché en Auvergne et que tu me disais mais gros, ça va probablement durer jusqu'à fin 2021, voire plus tard. Ce qui est marrant, c'est que j'étais négatif à l'époque, ouais. Enfin pessimiste. Ouais.
Et en fait, j'étais plutôt optimiste. Parce que je te disais, je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent tout fermer maintenant et tout rouvrir dans 6 mois comme si de rien n'était, même si c'est ce qu'ils vendaient un petit peu à l'époque. Non, mais vous inquiétez pas, c'est un petit lockdown. Mais je te disais, en termes de frontières et de voyages et les clusters, etc., je voyais pas comment c'était faisable. Bon, après, j'avais pas anticipé la catastrophe que ça allait devenir au point où ça allait. Ouais, c'est incroyable. Mais effectivement, je ne sais pas si mes pratiques ont vraiment changé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de stress et d'anxiété à cause de la situation actuelle. Et que moi, qui n'étais pas vraiment quelqu'un qui était soumis au stress et à l'impact négatif de l'agitation externe générale, bah, je ressens depuis 2 ans, comme beaucoup de personnes maintenant, je pense, l'espèce de chape de plomb qu'on a au-dessus de la tête sur l'obligation de faire les choses peut-être un peu différemment, avec un respect des deadlines qui est différent et des contraintes de temps et d'espace qui s'imposent à nous et contre lesquelles on ne peut pas grand-chose. Et du coup, t'en viens à considérer que ce que tu as, c'est déjà génial. Et tu vois, t'en viens à être optimiste et reconnaissant d'avoir la santé, de ne pas être mort du Covid, de ne pas avoir été atteint, de ne pas souffrir ou d'avoir perdu des proches dans la bataille. Et le reste, j'ai l'impression que, tu sais, le plus pour lequel on se battait auparavant, l'esthétique, le fait d'avoir une super shape, le fait de faire des progrès constamment, etc., ça a été un peu relégué au second plan derrière le fait de pouvoir assurer une stabilité émotionnelle, en termes de santé, en termes financiers, en termes familiaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça. Et j'ai l'impression que ça a bouleversé un peu nos échelles de valeurs. Comment elle s'appelle déjà la pyramide de Maslow? Ouais, la pyramide de Maslow. T'as l'impression que t'es redescendu d'une case sur la... redescendu d'un étage où peut-être qu'on courait après des buts qui étaient un peu plus superficiels, tu vois, à l'époque. Peut-être un peu guidé par la vanité, peut-être un peu guidé par l'ego, par l'orgueil, et que maintenant, t'as plus tellement le droit de te regarder le nombril dans la glace autant qu'avant, parce que autour, peut-être qu'il y a des gens qui meurent, peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu des proches, peut-être qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus de la situation, sans vouloir tourner trop dans le drama et donner trop dans le mélodramatique, mais tu vois, j'ai toujours peur au détour d'une conversation de minimiser la situation actuelle et le Covid, et de parler des blagues de la gestion gouvernementale au travers des états qu'on traverse, et de m'adresser à quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais moi j'ai perdu des proches à cause du Covid, et pour moi c'est pas drôle, et pour moi c'est dramatique, et c'est la pire crise qu'on ait jamais vécue, tu vois. » C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a quand même une vraie dissonance cognitive entre ce que l'on vit via nos expériences et les expériences de tous les gens qu'on connaît. De ouf. Et l'expérience médiatique qui, à chaque fois que tu t'allumes les médias, c'est catastrophique. Et tu n'arrives pas à savoir vraiment, à voir est-ce que si... tu vois, sans être complotiste, est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui est véhiculé via les médias qui... forcément va pousser vers une espèce de peur générale qui est beaucoup plus évidente pour avoir une certaine contrôle de la population. Hein. Nous, on l'a vu via le fait de voyager. Si tu regardes les médias, tu as l'impression que tu peux absolument pas voyager et que tout est bloqué. Et ensuite, tu te rends compte que ça demande un petit peu plus d'efforts et de faire quelques papiers, etc. Mais c'est totalement faisable. Et du coup, c'est difficile à dire. Moi, ce que j'ai vu, ce qui est certain, c'est que mon niveau d'anxiété, en particulier en 2021, parce qu'on est maintenant en 2022, a largement augmenté parce que toi et moi, on avait l'habitude d'être complètement coupés des médias d'une certaine manière. Enfin, des médias de masse. Des sonnettes alarmistes des médias. C'est ça. Et du coup, en fait, le problème, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu es quand même obligé de regarder un petit peu ce qui se passe. Et moi, je me suis retrouvé engouffré parfois à perdre du temps, à regarder les infos, aller d'un média à l'autre pour essayer d'avoir les informations. Parce qu'en fait, tu te rends compte, c'est souvent la voie la plus facile pour trouver les informations plutôt qu'aller sur les sites des gouvernements et trouver qui sont tellement mal fichus à chaque fois parce qu'ils s'en battent les couilles de toute façon. Et
Et du coup, bah, tu te fais bombarder par toute l'anxiété générale, le fear-mongering des médias. Ouais. Et ça te mange petit à petit parce que tu dis ah ouais putain la situation c'est horrible et je vais pas pouvoir faire ça et moi j'étais bloqué en Australie, je me dis je vais jamais pouvoir sortir, mais si je sors je peux plus jamais rentrer et tu vois tu te retrouves dans un espèce de cycle d'anxiété. Après tu te coupes un petit peu des médias. Après, tu es obligé de savoir où ça en est un petit peu, donc tu te réintéresses. Et moi, je retombais dans. Alors, je ne dis Ouais. pas que c'est la même chose pour tout le monde, hein, mais c'est vrai Ouais. que pour moi, dans ce sens-là, c'était assez difficile à vivre en tout cas. En fait, Juste, le micro se barre en couille. ouais, je vais juste le mettre. Nickel. Franchement, sinon je le tiens à la main. Mais non, Non. tranquille. Je pense qu'on sera bien. Ouais. En vrai, t'as toujours, toi et moi, on a reçu une éducation qui est légaliste, qui est carrée, avec des parents qui ont toujours respecté la loi, fait les choses bien, tu vois, eu confiance dans les valeurs du pays, du gouvernement, etc. Et l'an dernier, je veux dire, quand tu voyais sur BFM TV, à partir d'aujourd'hui, voyage totalement interdit, à part pour raison professionnelle, que moi je prenais l'avion pour raison professionnelle, pour aller faire des conférences, pour aller intervenir dans les écoles, etc. Et que j'arrivais à l'aéroport et que je voyais des bandes de gosses qui partaient à 10 aux Canaries ou aux Baléares pour se faire un week-end entre potes et qui picolaient limite dans l'avion parce que c'était la fête Parce et que que c'était c'était les le week-end. vacances. Ouais. Tu te dis, mais effectivement, on vit dans une réalité parallèle. C'est-à-dire que tu as ce que les médias disent, ce que le gouvernement essaye d'imposer sans vouloir être trop coercitif et trop contraignant, et la réalité de la vie qui n'est pas du tout celle qui est décrite en fait. Et il y a un autre truc, je pense, qui est que toi et moi, on évolue dans une communauté de gens parce que les gens qui nous suivent sont les gens qui nous ressemblent, qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt en bonne santé, qui sont plutôt intelligents, qui ont plutôt de l'esprit critique, qui ont peut-être plutôt un profil un peu CSP+, qui ont fait des études, qui gagnent peut-être un peu mieux leur vie que la moyenne, et du coup qui sont plus à l'abri, qui gèrent mieux leurs risques de santé, qui ont moins de comorbidités et qui du coup sont moins impactés peut-être par la réalité de la crise qui touche la grande majorité de la population. Et donc on a sous les yeux des contre-exemples permanents de gens qui peut-être attrapent le Covid mais ne contractent jamais de forme grave, peut-être passent totalement entre les mailles du filet depuis 2 ans comme si c'était par magie, mais tout simplement parce que leur système immunitaire est plus fort et que de toute façon même s'ils attrapent quoi que ce soit, ils vont s'en remettre beaucoup mieux. Et que quand tu regardes les médias, évidemment, le prisme est mis et l'attention et le projecteur public est porté sur les cas graves, les gens qui meurent, les gens qui refusent de se faire vacciner et qui meurent en réanimation à l'hôpital, etc. Et c'est limite schizophrénique parce qu'on en vient à développer une espèce de conscience à 2 vitesses où tu n'es pas sûr de ce que les gens racontent et tu n'es pas non plus sûr de la réalité de ce que tu penses parce que tu te dis, mais est-ce que j'ai finalement le droit de penser ça ? Est-ce que ça reflète vraiment la réalité que des millions de personnes dans le monde vivent ? Ou est-ce que c'est moi qui suis en train de m'enfermer dans une bulle où je suis complètement à côté de la plaque ? Et est-ce que vraiment les gens sont en train de souffrir autant que les médias le disent ? Et tu vois, pour travailler dans le milieu du médical et voir des gens qui sont kinés, ostéos, médecins, chirurgiens très souvent, tu te rends compte que la réalité des médias, pour eux non plus, elle n'est pas forcément aussi réelle qu'elle en a l'air quand tu allumes TF1 et BFM TV. Et ça fait fortement réfléchir. Donc, c'est une période difficile pour beaucoup. Peut-être un peu moins pour nous qui avons le recul nécessaire, même si on en souffre. Mais c'est en tout cas une période bizarre parce qu'on ne sait plus vraiment à quel sein se vouer et quoi croire. Et quand tu vois qu'on a la chance d'avoir accès, grâce à nos équipes de recherche, à des vraies données scientifiques sur la virologie, sur l'épidémiologie, sur la façon dont les virus se transmettent, dont les facteurs de risque évoluent, etc. Et que les gouvernements se torchent avec. Enfin, je veux dire, j'assume mes propos, mais quand tu vois les mesures gouvernementales dans notre pays et dans d'autres qui sont prises, alors qu'il y a d'autres choses beaucoup plus efficaces qui pourraient être mises en place et que les réflexes sains qui pourraient être utilisés sont négligés, mais de A à Z, tu dis, mais on est gouverné par quoi en fait ? La logique du bien public, la logique de la santé publique, la logique de l'intérêt collectif ou la logique du profit et de la manipulation de la peur et de l'attention pour attirer les comportements et les attentions et les habitudes des gens vers un truc qui est totalement différent de la réalité. Ouais, ce qui est vraiment difficile à accepter aussi, c'est que ça fait bientôt 2 ans qu'on est dans ce qui est décrit comme une crise sanitaire. Donc, quand tu as une gestion de la crise qui est avec une stratégie court terme, c'est totalement compréhensif. Tu vois, tu dois faire en sorte de trouver la meilleure stratégie sur le court terme pour éviter
aux gens de tomber malades, de se retrouver dans un système hospitalier qui est limité, en particulier au niveau des soins intensifs, etc. Donc du coup, c'est compréhensible. Mais le problème, c'est que quand ça fait 2 ans qu'on est au courant d'avoir comme facteur limitant, justement, par exemple, les places à l'hôpital, un système hospitalier qui est saturé, et que tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent à ce niveau-là, tu te dis, bon, ça fait quand même presque 24 mois, peut-être que ça serait aussi quelque chose sur lequel il faudrait investir. Après, peut-être que c'est des choses, bon, c'est pas mon expertise, donc peut-être que je ne me rends pas compte de la difficulté de la chose, mais j'aime croire que quand même en 2 ans, un gouvernement aurait les capacités de faire quelque chose à ce niveau-là. Et c'est surtout, moi, ce qui m'embête plus au niveau de notre expertise, c'est que en 2 ans, tu dirais qu'il y ait des choses qui soient faites du côté de pousser les gens à avoir une activité physique, à avoir une exposition à la lumière ou à se supplémenter en vitamine D, à faire attention à leur nutrition et à leurs micronutriments, parce qu'on sait que les facteurs de comorbidité, en particulier corrélés au Covid, sont le surpoids, l'obésité, les diabètes, prédiabètes, etc. Et pourtant, tout ce qu'on se retrouve, c'est avoir des gyms qui sont fermés, un accès à l'activité physique qui est d'autant plus difficile, et pourtant rien qui est fait, encore une fois, au niveau des industriels ou au niveau de l'accès aux produits hautement transformés et pas forcément bons pour la santé, etc. Et tu te dis, ce qui est un petit peu embêtant de mon point de vue, c'est si c'est vraiment un effort collectif, pourquoi il n'y a pas vraiment un effort collectif en fait, mais multiniveau en fait, pas seulement sur vous devez rester chez vous et vous devez, c'est surtout rester chez vous, ne rien faire et vous cantonner au minimum possible sur l'échelle de Maslow et ça devrait vous suffire pour, vous pouvez dormir, vous pouvez vous laver, les trucs de base et ouais, c'est un petit peu compliqué. Pour revenir un peu à ta pratique, du coup, tu nous disais que du coup, le côté esthétique a peut-être un petit peu disparu de tes objectifs principaux, en tout cas. C'est vrai que cette année, tu as passé pas mal de temps à boxer. Tu as passé aussi pas mal de temps à travailler ton endurance. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu savais d'une certaine manière, via l'effet d'interférence, que potentiellement tu allais avoir une adaptation un petit peu contraire par rapport au fait de construire de la masse musculaire. Comment tu as abordé ça psychologiquement, dans le sens où toi qui avais toujours eu cette vocation au bodybuilding, alors nous on dit bodybuilding parce qu'on assume que c'est du bodybuilding le fait de construire de la masse musculaire, mais du coup, comment tu te disais, je sais que si j'essaye d'être plus performant sur ces disciplines, j'aurai potentiellement moins de temps pour pratiquer justement le bodybuilding et je vais potentiellement perdre un petit peu de masse musculaire, ou tu t'es dit non, je ne vais pas perdre de masse musculaire. Enfin, comment ça s'est passé un peu pour... En fait, j'ai toujours en moi cette espèce de combat intérieur et de dilemme de c'est cool d'avoir un physique attrayant, c'est cool d'avoir l'apparence du mec qui sait ce qu'il fait et qui réussit dans sa dynamique de tous les jours. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment d'avoir une plastique que tout le monde kiffe et de savoir au fond de moi-même que je bouge pas forcément bien, que je suis pas forcément super performant, que mon cardio il a rien d'exceptionnel, que je peux aller en Thaïlande et me faire allumer par des gamins de 13 ans. Enfin, ce sera toujours le cas, malheureusement. Même si je boxe pendant 10 ans. On a commencé trop tard. Mais clairement, mais en fait, je pense qu'en vieillissant aussi et en mûrissant, on se rend compte que l'esthétique c'est cool, le body c'est génial et ce sera toujours une passion et j'aurai toujours, même à 75 ans, je pense, un œil attentif et averti quand je verrai des mollets de ouf, quand je verrai un arrière d'épaule incroyable dans un centre commercial, un mec ou une nana avec un certain galbe, avec une certaine proportion, une certaine ligne, etc. Parce qu'on a cette sensibilité-là, mais ça n'empêche pas que le développement de la machine humaine et des capacités, des compétences et de vraiment du pouvoir qu'on ait en termes d'être humain de faire des trucs et de réaliser des actions et d'assumer une certaine contrainte, une capacité de travail et tout, je trouve ça passionnant. Et je voulais aussi lutter contre l'idée préconçue que forcément si tu te mets à faire du cardio, tu vas perdre du muscle, forcément tu peux pas être à la fois performant et esthétique. Et je voulais me dire, ok, est-ce que c'est pas des contraintes
et des fausses croyances que je m'impose à moi, tu vois, des idées limitantes, des croyances limitantes qui me font dire « Ah bah forcément, si j'introduis du cardio dans ma routine, je vais perdre en force et en endurance de force sur les jambes, donc je vais devoir réduire mon volume, je vais créer un effet d'interférence qui va faire que je vais engendrer des adaptations négatives, etc. » Et j'avais envie de tester et de voir par moi-même. La blague, c'est que même en connaissant la gestion théoriquement optimale de l'effet d'interférence et comment est-ce que tu peux arriver à créer des adaptations d'endurance en minimisant l'impact négatif sur l'hypertrophie et le développement de la force par exemple, et j'ai quand même subi un petit coup dur notamment sur l'adaptation sur le squat par exemple, même en mettant mes séances de préparation physique en endurance à distance de mes séances de jambes en musculation, etc. J'avais quand même l'impression que la demande d'adaptation en endurance, notamment sur les membres inférieurs, était importante et que ça grevait ma progression sur l'adaptation en force en hypertrophie, notamment sur le mouvement qu'est le squat. Clairement, j'ai suivi un programme de développement de mon endurance de 11 semaines, ça devait en faire 12 et j'ai chopé une putain de pharyngite au mois d'août qui a fait que j'ai pas pu finir la 12e semaine du programme parce que j'étais au fond de mon pieu, mais clairement à partir de la 5e semaine d'entraînement de mon programme d'endurance, mon squat a commencé à se casser la gueule et je commençais à plus pouvoir progresser en répétition, en force, etc. Et j'ai été obligé de voir la réalité en face et de voir que je ne pouvais pas continuer à progresser sur les deux tableaux et que les adaptations importantes que me demandait l'endurance nécessitaient ou une mise en conservation de mes performances en musculation ou carrément un shift d'objectif et que je ne pouvais pas continuer à progresser en squat indéfiniment et à faire des temps toujours plus rapides et toujours plus performants sur de la course à pied, sur du fractionné, sur des séances de piste, de VMA, etc. Ça ne m'a pas empêché d'essayer. J'aimerais être capable d'avoir une génétique qui me permette de... On en connaît peu d'exemples, toi et moi, mais on en connaît des mecs dans notre entourage qui s'entraînent pas forcément pour l'esthétique, qui font quasiment que de la perf, qui font quasiment que développer un talent précis dans un sport donné et qui pourtant ont un physique exceptionnel. Il y en a moins naturel évidemment, mais il y en a. Je ne pense pas que ce soit mon cas malheureusement. Il faut que je me dédie à certaines pratiques pour pouvoir exceller dedans, exceller avec des gros guillemets, mais pour pouvoir me développer un tantinet et créer une adaptation qui soit notable. Et je ne pense pas que je pourrais me dire allez vas-y j'arrête complètement le body, je fais que de la course à pied et de la boxe et j'aurai un physique exceptionnel. Mais est-ce que tu penses pas que... Alors, je pourrais dire que tu sous-estimes ta capacité de récupération, mais pas dans le sens où tu ne serais pas capable de le faire, mais dans le sens où tu sous-estimes surtout tout ce que tu fais et que du coup, tu dis « Ah ouais, c'est un peu ma génétique », mais quand tu te compares aux gens, tu ne prends pas en compte que la plupart des gens à qui tu fais référence, c'est des gens qui, littéralement, s'entraînent, dorment et bouffent. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu essayes de faire tout ça, plus l'endurance, le bodybuilding, ton activité pro, courir à droite, à gauche, aller, tu vois, genre resto, voyager, voyager dans différents pays, etc. Des choses qui vont forcément impacter ta capacité de récupération. Et après, tu veux quand même te comparer à des gens qui ont un lifestyle qui est beaucoup moins demandant que le tien. Et du coup, même à génétique différente, ce que j'entends, hein, on est d'accord, hein, il y a des gens, on n'est pas tous dans l'égalité par rapport à ça, mais je pense que toi et moi, on a tendance à sous-estimer le fait qu'on est très actif au quotidien dans le nombre d'activités qu'on fait en fait. En fait, j'ai toujours ce fantasme de... Tu sais, c'est con, mais j'ai été impacté beaucoup petit par le caméléon, par les Jason Bourne, par les James Bond, par des espèces de héros d'action qui sont capables de tout assimiler vite. Tu leur files un brief sur la scission nucléaire, ils vont t'apprendre ça dans un avion entre New York et Saint-Pétersbourg pour aller briefer un spécialiste de la tectonique des plaques et de la physique quantique. Enfin, j'ai toujours kiffé les gens qui sont capables d'apprendre vite, de bouger vite, d'assimiler des nouveaux talents vite, etc. Et ça me fascine toujours un peu de faire face à des êtres humains qui sont super complets et qui sont capables de maîtriser plein de domaines, à la fois intellectuels, spirituels, mais aussi sportifs, physiques, entrepreneuriaux, etc. Donc j'ai tendance à m'en demander beaucoup, mais parce que je suis aussi super curieux et que si j'écoutais mon instinct premier, je pense que je shifterais de point d'attention tous les 2 ou 3 mois
parce que je découvre un truc, ça me fait kiffer, j'ai envie d'essayer, puis après j'en découvre un autre, et l'attrait de la nouveauté aidant, tu as tendance à délaisser un peu les pratiques qui demandent de l'investissement et qui demandent tu vois, du travail sur le très long terme. Et du coup, je m'astreins à conserver une partie des talents que j'ai envie de développer avant d'être capable d'en développer ou de m'intéresser à certains autres nouveaux. Donc ouais, c'est exigeant, mais après, effectivement, on ne peut pas exceller partout. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être complet? Tu sais, c'est un peu un fantasme même en termes simplement sportifs, tu vois les mecs du CrossFit qui essaient de développer leurs 10 qualités physiques, tu vois les mecs du parcours qui essaient d'être bons dans de multiples disciplines, tu vois les mecs qui font du mouvement, qui essayent d'exceller nulle part, mais d'être à l'aise et malléable dans quasiment tous les contextes. Ça m'a toujours fait kiffer. Et mais à chaque fois que tu regardes ça, tu regardes toujours l'élite en fait. Ouais, tu regardes toujours le top 1% de ces gens-là et tu dis ah bah oui, lui il y arrive à être comme ça. Et après tu fais ouais mais lui il fait que ça en fait. Ouais, et généralement c'est vrai que c'est des gens qui... Il a dédié ses 10 dernières années de sa vie à faire que ça. 4-5 heures par jour, qui ont, quand tu regardes bien les choses en face, peu de vie sociale, parfois des gros problèmes de relations, de gestion de leurs émotions, de structure familiale, d'équilibre financier, etc. Et nous, on veut aussi poursuivre l'excellence dans tous ces domaines. Donc, je pense que c'est pas une vanité je pense que j'ai raison. Inutile. Ouais, je pense que tu as raison et j'essaye maintenant de privilégier ma récupération aussi, chose que je faisais moins avant et de dormir malheureusement, plus passé 30 ans, on commence à le ressentir que c'est pas... Ouais, clairement. C'est plus la même chose. De faire les choses de façon plus optimale et de prendre plus de temps pour toi. En fait, j'essaye d'être ambitieux avec mes attentes de la vie, parce que je sais qu'on n'en a qu'une et qu'un jour, elle va finir brusquement et que ce sera trop tard, tout en étant tolérant avec mes faiblesses d'être humain et me dire, quand j'échoue ou quand je suis obligé de mettre un genou à terre, bah au moins, tu as essayé, tu vois. Ouais. C'est dur, t'en chies, mais tu essayes au moins de te battre pour tes rêves et de réaliser une trajectoire de vie qui vaut la peine d'avoir été vécue pour mourir sans regret et te dire que tu as fait ce qu'il fallait et que tu as profité des choses au maximum. Tu n'auras peut-être pas eu la vie de Conor McGregor ou de Zinedine Zidane ou de Chopin, Beethoven, Eisenhower ou je ne sais qui, mais au moins tu auras fait du mieux que tu peux dans tous les domaines qui t'ont intéressé, dans lesquels tu avais peut-être un minimum d'aptitude ou de disposition naturelle et tu as vécu en rendant hommage à tout ça, quoi. Justement, quand tu cites toutes ces personnes-là, tu penses au fait de laisser une trace de ton passage, de ton existence ou... En fait, c'est pas par vanité ou par ego, c'est simplement parce que je me dis que... Non, mais pas forcément par ego. Moi, je sais que j'ai une période de ma vie quand j'étais jeune où, en particulier quand je faisais du graffiti, c'était vraiment une période de questionnement sur le fait que j'allais disparaître et le fait de laisser une trace. Et ça me rassurait d'une certaine manière, tu vois, de faire de la peinture, de faire des graffitis, parce que je me disais, ça va un peu laisser une trace de mon passage sur Terre, parce que je sais que je vais disparaître. Et ça, c'était un peu la manière de faire face à la peur de la mort à l'époque, parce que c'était la première fois dans ma vie où je commençais vraiment à y penser, tu vois, à me dire, il y a un moment, je vais disparaître. Et ça me fait peur parce que quand tu es jeune, je pense que ça te fait surtout peur parce que tu as l'impression d'avoir rien fait et que tu dis, si je meurs à 15-16 ans, c'est trop vite, quoi, tu vois, genre, maintenant, j'ai une approche un petit peu différente, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, j'ai pas peur de la mort, etc., généralement, je fais, ok. T'as deux types de personnes. C'est soit la personne, elle a pas envie, elle a un ego démesuré et du coup, elle te dit ça parce qu'elle veut paraître super forte, etc. Ouais. Soit c'est une personne qui est extrêmement spirituelle et qui a déjà fait un travail énorme par rapport à ça et que du coup, elle s'est un peu détachée de cette peur via sa spiritualité, sa religion, etc. Mais généralement, c'est l'un ou l'autre, j'ai un peu l'impression. Ou tu as carrément la personne qui n'y pense pas, et là tu arrives à 70 ans, tu n'y as jamais pensé, et là c'est grosse crise de panique, et genre ah merde, c'est vrai que je vais mourir à un moment. Est-ce que tu penses qu'il y a est-ce que tu y penses ça un petit peu ? En fait, je me suis mis à y penser très tôt. Je crois que mes parents m'ont dit que quand j'avais 1 an et demi, quand j'ai commencé à... En fait, j'ai parlé très tôt, petit, et quand j'ai commencé à vocaliser des propos un peu complexes, un des premiers trucs que j'ai dit, c'est... à quoi ça sert de vivre si les gens sont méchants avec toi, tu vois. Parce que je crois que je m'étais bagarré avec un gosse à la crèche. Ouais, ça craignait sévère déjà, tu vois. Et en fait, il se mangeait des calottes et il se faisait racketter son goûter. Ouais, limite.
Non, même pas, Mais Pépito, bâtard. mais ouais, j'avais l'impression, je pense, d'une réalité qui était cruelle déjà tôt. Et ça m'a pas empêché d'être super heureux dans ma jeunesse et dans mon enfance et tout. Mais c'est vrai que j'ai eu des questions et des questionnements existentiels profonds assez vite. Et ça a toujours été présent en moi, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir dompté cette énigme et d'avoir fait la paix avec l'idée que j'allais mourir un jour parce que je crois pas que j'arrive à, tu sais, débrancher l'ensemble de mes prénotions pour faire face vraiment au questionnement, parce que c'est très dur et c'est très douloureux. C'est clair. Et je pense qu'en fait, se poser vraiment la question, ça nécessite de se mettre complètement à nu. Et peut-être que c'est un truc que je prends pas le temps. Tu vois, j'allais dire j'ai pas le temps, mais on a tous le temps. Mais c'est un truc que je prends pas le temps ni le courage de faire parce que ça doit être extrêmement difficile. Et en même temps, je me dis que c'est un peu comme la procrastination, tu vois, quand tu oublies de payer tes impôts, tu sais que de toute façon, quelqu'un va les payer pour toi, même si ça te coûte 10% de majoration. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas se poser la question de la mort, c'est ça. Bonjour. De toute façon, à un moment, la mort va toquer à ta porte. Donc, Ouais. en fait, je ne sais pas si j'ai pas toujours été entre les deux. Tu vois, savoir que, bah Dans ouais, le sens où si tu n'y penses pas du tout, de toute façon, ça va de toute arriver. façon, ça va s'occuper de toi, tu vois. Donc, Ouais. il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'éviter. J'ai jamais eu de désir d'éternité à la Walt Disney Mais tu en penses mode pas je vais me faire tu penses pas que cryogéniser. d'y penser, justement, soit consciemment ou inconsciemment, tu vas vivre ta vie différemment d'une certaine manière? C'est sûr. Et à chaque fois que j'y pense. Parce que le problème avec ces choses-là, c'est que quand tu le fais pas consciemment, c'est sûr. parfois ton inconscient inconscient s'en occupe, bien fait sûr. Ouais, c'est sûr. qu'il s'en occupe. Et généralement, je sais pas si tu as lu le livre dont je t'avais parlé de Kahneman, là, Think Fast and Slow avec système 1 et système 2. Non. Dans le sens que malheureusement, le raisonnement logique sur notre prise de décision est seulement de 5% de ce qu'on fait par jour et que le reste, c'est système primaire qui est primitif, etc. Et le problème, c'est que du coup, c'est des décisions qui ne sont pas toujours optimales parce que pas logiques. Et du coup, malheureusement, notre inconscient peut prendre des décisions comme ça sur notre cheminement dans notre vie qui n'est peut-être pas optimale par rapport à ce qu'on ferait si on en était conscient, quoi. En fait, cette volonté de vouloir toucher à tout et cette volonté de bouffer la vie et d'essayer des nouveaux trucs et de ne pas passer à côté d'une expérience enrichissante, c'est ma façon à moi, pas de conduire une fuite en avant, mais de me dire que de toute façon, on va tous y passer et que j'ai moins envie de laisser une trace dans l'éternité pour qu'on se souvienne vaniteusement de mon nom ou de la personne que j'étais, parce que, soyons réalistes, on s'en bat les couilles, mais d'être capable de vivre, de vivre la beauté et les trucs absolument extraordinaires que la vie a à offrir, parce qu'elle est là pour tous, elle se manifeste pour tous de façon différente, mais en vrai, à l'origine, elle est là pour tous de la même façon. Et la façon dont tu vas être capable de goûter la vie et tout ce qu'elle a à offrir, va dépendre évidemment de la chance que tu as à la naissance, du pays dans lequel tu nais, de la religion, du contexte politique, de la situation de paix civile ou de guerre que tu vis dans ton pays, etc. Mais aussi de tout ce que tu vas faire avec les chances que tu as initialement. Tu vois. Tu peux rester assis sur ton cul et te contenter d'un job pas forcément super gratifiant, d'une relation pas forcément super épanouissante, d'une relation à ton corps, à ta santé, à tes capacités physiques, à ton développement intellectuel qui n'est pas forcément incroyable, et traverser la vie comme ça en vivant peut-être que 5 ou 10% de ce qu'il y a à offrir, tu vois. Et tu peux rêver de grandeur et aller poursuivre des objectifs qui sont absolument hallucinants et te dire que tu as envie d'envoyer des fusées dans l'espace, de faire le tour de la Grande-Bretagne à la nage, de traverser le Pacifique en solitaire ou de faire, je sais pas, un vœu de silence pendant 5 ans, tu vois. Enfin, il y a tellement d'expériences absolument uniques et probablement incroyables qui sont simplement à portée de main et qui sont humainement réalisables et auxquelles peut-être on ne pense même pas. Que vivre petit, ça m'a jamais passionné et que j'ai envie de bouffer la vie parce que je sais que de toute façon, j'aurais pas assez d'une seule vie pour en faire le tour, tu vois. Et personne. Et quand tu vois la différence d'expérience, ne serait-ce que de nos parents, tu vois, je sais pas, mais moi j'ai toujours entendu mon père et ma mère dire putain, mais quand j'étais petit, tu vois, en 65, on pensait qu'en l'an 2000, on irait à l'école en voiture volante, tu vois. Et t'entends mes grands-parents et tu te dis, mais attends, vous faites quoi là? Vous travaillez sur des téléphones portables? Genre là, tu pilotes ta société via un iPod, comment c'est possible? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non mais, tu vois, il y a un monde entre l'expérience que, pourtant dans le même contexte culturel et social, que nos grands-parents ont eu, nos parents ont eu, nous on expérience et que nos enfants et nos petits-enfants auront peut-être, tu vois, si on en a. Donc je me dis, imagine 1000 ans avant, 10 000 ans avant, enfin tu vois, c'est exceptionnel. Et les choses changent à une telle vitesse en plus. Je pense que la courbe du progrès et de l'innovation technique s'est tellement accélérée de façon exponentielle ces dernières décennies que
putain, il n'y a pas de temps à perdre en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est un peu think fast and slow et c'est live fast and slow dans le sens où il faut être capable, je pense, de saisir toutes les beautés, les innovations et les changements de la vie, tout en respectant à la fois son rythme biologique, en étant capable de faire attention à sa récupération, de dormir assez, de prendre les choses jamais à la légère quand il s'agit de, tu vois, d'être capable de renouveler sa force vitale, de se guérir quand on est dans un contexte de maladie et de crise sanitaire comme actuellement. Et de faire les choses bien. Donc c'est toujours une espèce de double dynamique et de double exigence de la vie passe à une vitesse incroyable. Et clairement, tu vois, quand tu me disais que ça fait 10 ans qu'on se connaît, j'hallucine quoi. C'est-à-dire que même moi qui fais attention à faire des bilans à la fin des années, à être critique par rapport à ce que j'ai accompli, à remettre en question toujours ce que je fais, si je le fais bien et si je ne peux pas exiger mieux de moi-même et aller chercher plus loin, etc. Tu te dis que même en faisant tout ça, ça passe trop vite quoi. Et quand tes parents te disent, mais vas-y, rigole, tu verras, après-demain, tu auras des poils dans le dos, des cheveux blancs sur la tête et tu auras 60 ans, tu vois, ouais, c'est vrai en fait. Heureusement qu'il y a du laser. Hein. Heureusement qu'il y a du laser, ouais. Et la notoriété, dans un sens, c'est important pour toi ou... Parce que je sais que nous, on a déjà eu cette conversation tous les deux. Et tu me disais, non, pas plus que ça, mais j'ai l'impression que toutes les vocations que, tu vois, parce que tu m'as dit que quand tu étais journaliste, ce que tu aurais voulu faire aussi, c'est peut-être présentateur. C'est vrai. Via ta chaîne YouTube, forcément, tu as bâti une grosse notoriété, etc. Alors, peut-être pas forcément en relation avec la question précédente de laisser une trace ou d'avoir un impact, etc. Mais peut-être. Mais est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens dont tu as besoin pour t'épanouir? En fait, t'en es où par rapport à ça? En fait, c'est pas... Je crois pas, en tout cas, si j'essaye de voir clair en moi-même, que ce soit une question de vouloir être connu pour être connu, tu vois, clairement pas, ou qu'on puisse me reconnaître, parce qu'on sait, toi et moi, que cette notoriété-là, elle apporte plus de désavantages et d'inconvénients que de choses cool. En revanche, la vérité de la chose, c'est que depuis que toi et moi... C'est marrant, parce que les gens qui vont nous écouter, ils vont me dire de quoi tu parles, donc je pense qu'il faut que tu... Parce que quelqu'un qui ne connaît pas va se dire mais de quoi il parle, n'importe quoi, sa vie elle est beaucoup plus simple via sa notoriété. En fait, je pense peut-être que tu peux un peu t'étendre sur les côtés négatifs. En fait, ouais. Tu vois, on a autour de nous, toi et moi, des amis qui ont fait des choix de carrière ou de développement qui les ont amenés vers une notoriété un peu facile et rapide, notamment en faisant de la télé-réalité, notamment en choisissant parfois de sacrifier un peu la qualité de leur analyse ou de leur contenu sur l'autel de l'attrait pour les masses, pour le divertissement à outrance, etc. Et qui ont ou participé à des programmes télévisés ou monté des chaînes YouTube sur des thématiques un peu axées grand public au sens objectif du terme, tu vois, mais vraiment toucher un maximum de personnes. Voilà, toucher un maximum de personnes avec le contenu le plus efficace, pas pour créer un impact, pas pour amener forcément une valeur ajoutée, mais simplement créer le plus d'interactions et toucher le plus de gens. Et en fait, on se rend compte que même si peut-être ça satisfait leur ego et leur volonté d'être sur le devant de la scène, au quotidien, c'est un peu un enfer parce que tu peux plus avoir une vie normale à partir du moment où, quand tu sors faire tes courses, tout le monde te reconnaît, t'arrête et veut prendre une photo avec toi et te demander comment tu vas, comment va ta vie, comment c'était le pudding au chocolat que tu as mangé hier, etc. quoi. Parce que même si les gens sont généralement bien intentionnés et que tu évolues au milieu d'une communauté, si tu es suivi et que tu as une grosse audience de gens qui te veulent plutôt du bien, en fait, le plutôt du bien, même 5 secondes, mais 12 000 fois par jour, fait que tu n'as pas de vie en fait. Je me souviens d'avoir vu une vidéo il faisait un test qui était rigolo en vrai, mais qui est désolant en pratique, de Cristiano Ronaldo qui était à la terrasse d'un café à Milan et qui veut essayer de boire son café. Il se fait servir son café, je crois qu'il arrive avec des lunettes ou une perruque ou j'en sais rien. Il commande un café, il s'assoit et en fait tu as une jauge de combien on lui demande de photos et combien de gorgées de son café il arrive à boire. Et à chaque fois qu'on lui demande une photo, il y a un émoticône photo, tu sais, comme sur les barres de jeux vidéo où on se tapait sur la gueule et où ta barre de vie elle diminue. Et en fait, il est impossible pour lui de boire un café en terrasse sans être dérangé. Et dans la vidéo, elle dure 3 minutes et on lui demande, je sais pas, genre 28 fois une photo, tu vois. Et donc, il est incapable ni de boire un café, ni évidemment d'entretenir une conversation constructive avec quelqu'un. Tu vois, ce qu'on fait là, si on le fait en public et qu'on est toi ou moi Cristiano Ronaldo, c'est impossible. Ouais. Donc,
donc, ce côté de la notoriété, alors est-ce que Cristiano Ronaldo, il a une belle vie? Est-ce qu'il est accompli dans son parcours sportif, humain, professionnel, etc. Peut-être, je lui souhaite, j'espère pour lui, tu vois. Mais en vrai, il y a des côtés de la notoriété qui sont horribles et on en vient à comprendre, toi et moi, comment des gens qu'on connaît finissent par se reclure sur eux-mêmes, se renfermer sur leur petit cercle d'amis en qui ils ont confiance et ne plus sortir qu'entre célébrités et ne plus fréquenter que des gens qui ont le même statut de célébrité, de renommée, de réussite sociale, etc. Parce que sinon, ils sont littéralement, le terme est horrible, mais emmerdés toute la journée. Ouais. Parce que quand tu es en public et que tu es reconnaissable et identifiable, bah, tu n'es jamais seul en fait. Ouais. Tu peux jamais être seul avec toi-même, tu vois, et même sans vouloir faire quelque chose de nécessairement objectivement constructif, tu vois, avoir une discussion ou quoi, même être seul avec tes pensées, tu vois, même pouvoir profiter de l'anonymat, être dans une foule et te balader dehors, bah, ça devient impossible en fait. T'es Conor McGregor, tu peux pas aller au supermarché pour comparer les étiquettes sur les produits de cottage cheese pour voir lequel a le plus de protéines. C'est impossible, tu vois. Donc, est-ce que c'est un sacrifice qui vaut la peine? Peut-être. Dans leur prisme, dans leur vision des choses et tout sans doute, mais en tout cas, il y a des gros inconvénients, à mon avis, qui accompagnent une notoriété importante. Mais ce paradoxe-là mis de côté, tu vois, je me rends compte quand même que la notoriété relative à laquelle mon travail et ma présence sur les réseaux sociaux et la valeur que je partage avec ma communauté, etc., depuis le début, m'a permis d'accéder, facilite quand même énormément les choses pour moi en termes de qualité d'expérience de vie que je suis capable de vivre, tu vois. J'ai grâce au statut, tout ça c'est avec des gros guillemets, mais grâce au fait que les gens voient mon travail et puissent se dire ah ouais, ce mec est suivi par beaucoup de monde, ah ouais, ce mec fait des trucs intéressants, ah ouais, il a fait une vidéo qui est vraiment cool, ah ouais, il travaille avec des mecs qui sont très intelligents, etc. Bah, de fait, j'ai accès à pouvoir interviewer des gens qui sont plus intelligents que la moyenne, qui ont des insights ou des prismes de compréhension ou d'analyse de la vie qui sont 1000 fois plus intéressants que la moyenne, avoir accès, tu vois, à tout un tas de situations et de privilèges en termes humains, pas forcément matériels, tu vois. Je ne suis pas millionnaire, je ne voyage pas en jet privé, je ne suis pas invité pour vivre dans des hôtels 15 étoiles comme pas mal d'influenceurs que les gens suivent. Tu vois, à notre niveau, on reste quand même dans un fonctionnement de vie qui est normal. Mais en termes de connexion, en termes de... Tu vois, c'est con, mais je vais m'entraîner la dernière fois que je suis à Paris, je tombe sur Cyril Gane, il sait qui je suis, tu vois, il vient me checker, il me serre la main. Enfin, pour moi qui suis passionné de sport et de sport de combat et tout, tu m'aurais dit quand j'avais 15 ans, bah un jour il y a un champion du monde de l'UFC que tu n'as jamais croisé de ta vie, qui va te voir et qui va savoir qui t'es et qui va venir te serrer la main, ça n'a pas de sens, tu vois. Je suis personne pour ça, je suis personne dans son milieu, je suis personne dans aucun des milieux peut-être qu'il affectionne ou qu'il admire. Et pourtant, juste parce qu'il a peut-être vu une de mes vidéos ou vu un truc et qu'il s'est dit « Ah, ce mec est cool, ah, il est pas con, ah tiens, ça c'est malin, j'en sais rien », bah il m'identifie, il sait qui je suis, tu vois. Donc ce qui est important pour toi, c'est, outre la notoriété qui s'accompagne de ce que tu fais, c'est surtout la reconnaissance pour ce que tu fais. Non, c'est l'opportunité à laquelle ça te permet d'accéder. Parce que potentiellement, bah, si un jour l'occasion se présente, je vais pouvoir avoir une conversation aussi intéressante que les milliers de conversations qu'on a eues toi et moi ensemble, avec un mec, tu vois, je sais pas, comme Cyril Gane, comme, j'en sais rien, Obama, comme un physicien, un mec qui a découvert la 368e décimale de pi. Donc parce plus les portes que ça t'ouvre. C'est ça, okay. parce que la curiosité, parce que je sais ce que c'est que d'avoir ramé quand j'étais journaliste, quand j'ai commencé à faire des vidéos ou à écrire, ou quand on a lancé Bayesian, etc., pour avoir un tout petit peu d'attention de la part de gens qui n'ont pas le temps, parce qu'ils ont trop de notoriété, qu'ils ont trop de sollicitations, qu'ils ont trop de demandes. Et le fait de me hisser un peu grâce à mon travail dans cette espèce d'échelle sociale qui est totalement virtuelle, bah en fait, ça fait que des gens qui sont à ce niveau-là, qui sont intouchables, entre guillemets, peuvent t'accorder de l'attention, du temps, et que bizarrement, tu as accès à une partie de la vie qui était c'est pour ça que c'est important, totalement inaccessible. Tu vois. C'est pour ça que c'est important de faire un travail dont tu es fier, parce que c'est vrai que si tu fais, par exemple... Tu as tout compris, c'est exactement ça. Certains trucs, tu vois, pour gagner en notoriété rapide et que ça correspond pas forcément à la personne ou aux valeurs que tu tiens, ça doit être difficile. C'est ça. Et on va se mettre à l'intérieur pour continuer. Tu veux qu'on change ? Ouais, parce que là, on voit vraiment plus rien du tout. Bon, on s'est mis à l'intérieur parce que il commençait à faire un petit peu nuit. Toi, ta caméra, elle faisait même plus
la mise au point. Du coup, j'ai sauté plein de questions parce qu'on est parti sur des petites tangentes. Grave, mais pour repartir sur, sur le fait de s'entraîner différemment, etc. Ouais. Une question dont on a parlé, mais tellement de fois, je ne pourrais plus la compter. Du coup, je vais te poser la question différemment. C'est tous les combien tu penses aux stéroïdes? C'est drôle ce que tu dis parce que j'y pense beaucoup moins maintenant J'en étais sûr. et depuis le Covid. Depuis le Covid. Ouais. Bah, parce que du coup, ton focus a shifté de l'esthétisme. Parce que je me rends compte que c'est peut-être inutile et vaniteux de vouloir simplement sacrifier sa santé sur l'autel de l'esthétique en fait. En vrai, c'est ça. Parce que même si toi et moi, on a les connaissances pour faire ça de façon optimale, peut-être en souffrant du moins possible d'effets secondaires, surtout toi, en vrai, c'est toujours un trade-off. Ouais, mais rappelle-toi que moi, la raison pour laquelle je pensais à ça aussi, c'était par légitimité par rapport à ce qu'on faisait aussi, tu vois. Ouais. Dans le sens où, ok, t'as l'esthétisme, tu vois, de plus t'es gros et mieux c'est sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, c'est vrai. Mais d'une autre façon, tu vois, genre vendre des produits destinés aux gens pour qu'ils aient tu vois, qu'ils atteignent leurs objectifs physiques, d'avoir un développement musculaire plus optimal, etc. Tu dis plus t'es musclé et plus les gens ils ont un biais en se disant le mec il est énorme. Regarde la plupart des gens qui marchent. C'est vrai, mais moi ça m'a complètement abandonné en fait. Okay. Ça, cette espèce c'est vrai qu'au début je me souviens énormément que toi et moi on se disait on se disait tout le temps. Il faut qu'on soit énorme en photo, sur les miniatures, sur les photos Instagram, etc. machin. Parce que je pensais qu'on incarnait notre message que visuellement, en étant crédible dans notre physique et dans notre incarnation de notre réussite et aussi parce qu'on se faisait beaucoup, beaucoup tailler et qu'en fait on y accordait beaucoup d'importance. Et maintenant qu'on a réussi à vaincre peut-être ce syndrome de l'imposteur, où on sait qu'on a aidé des milliers de personnes, littéralement maintenant, et qu'on reçoit toutes les semaines des messages de gens qui ont changé de vie grâce à nous, enfin je sais pas, mais qui ont perdu 20 kilos, qui ne ressentent plus leur syndrome de diabète de la même façon, enfin tu vois, qui ont repris leur vie en main, etc. Tu te dis, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir vraiment des biceps de 45 cm de circonférence pour changer la vie des gens, tu vois? Non. Et je crois que, tu vois, c'est bête, mais maintenant que j'évolue davantage dans le milieu de la santé, maintenant que j'ai la chance de pouvoir côtoyer, tu vois, on en revient à l'opportunité que la vie m'offre, mais maintenant que j'ai de la chance de pouvoir faire des conférences avec des pharmaciens, avec des chirurgiens, avec des médecins et tout, en fait, je me rends compte que la dialectique super fermée d'esprit du monde du fitness, de plus t'es gros, plus t'es musclé, plus t'es sec, plus t'es intéressant et plus t'as des trucs intelligents à raconter, c'est du bullshit en fait. Et oui, c'est cool d'avoir un physique esthétique. Et il y a toujours une part de moi qui a envie de me dire, quand j'aurai 70 ans et que je regarderai les photos de quand j'en avais 30 ou quand j'en avais 40, j'aimerais bien avoir plus une esthétique à la Arnold que celle d'un rat de bibliothèque, tu vois. Mais en vrai, j'ai plus besoin de me dire que mon physique doit me représenter avant même que j'ouvre la bouche pour me sentir légitime quand je m'adresse à des gens, tu vois. Peut-être parce que j'ai compris qu'il y avait plus que ça et que de toute façon, le physique, il est amené pour tout le monde à... Enfin, tu vois, on s'entraîne dans des gyms avec des mecs avec des profils de ouf. Quand tu arrives à 60 balais, même Frank Zane, la différence entre moi maintenant et Frank Zane à 70 ans et Frank Zane quand il avait 30 ans et Frank Zane maintenant, voilà, tu vois. Certes, j'aurais peut-être pas la même esthétique que Frank Zane quand j'aurai 70 balais, mais est-ce que c'est grave au final? Moi, je veux bien être comme Frank Zane à 70 ans maintenant. Maintenant, ouais, peut-être, peut-être, certainement. Mais en vrai, je suis pas sûr que ce soit simplement en poursuivant par ego une espèce d'objectif et d'idéal et de fantasme au final d'excellence physique que t'aides plus les gens et que tu sois plus utile à leur vie et que tu leur apportes plus de valeur ajoutée. Après, être une inspiration pour les gens et tout, c'est cool. Mais perso, j'ai compris depuis un moment que ça sert à rien de vouloir être exemplaire, que je le serai jamais, que je suis un homme, que je suis faillible, que j'ai des défauts, que si je m'amuse à prendre des bonnes résolutions au début d'une année, forcément le 12 février, je vais avoir envie d'arrêter, que si je m'amuse à me bercer d'illusions en voulant poursuivre un objectif qui est totalement irréaliste, forcément à un moment je vais échouer et me casser la gueule parce que j'ai des faiblesses et j'ai des failles comme tout le monde, et que je préfère maintenant épouser la réalité de mes faiblesses
et capitaliser sur mes forces et avancer avec tout mon potentiel d'être humain et ma passion et mon cœur et mon ingéniosité, etc., plutôt que de projeter une espèce de fausse façade de perfection esthétique tout en me montant à moi-même parce que je me dis, voilà, hard work, dedication, chicken and broccoli 5 times a week, et que en fait, je me pique le cul pour arriver à combler le gap entre mes fantasmes et la réalité, quoi. Après, j'ai rien, tu vois, contre les gens qui ont recours à ce type de produit pour peut-être poursuivre un idéal qui leur est plus cher qu'aux autres, mais je suis pas sûr que ça ait finalement la même importance que ce que je pensais il y a 5 ou 10 ans, tu vois. Après, il y a aussi ce dont on parlait, c'est qu'il y en a tellement qui le font et qui acquièrent une notoriété et qui changent de vie via ça aussi. Et ça, c'est un truc dont ils ne parlent pas souvent. C'est souvent comme on se disait, mais je crois que tu en parles dans un podcast, c'est ça? Ouais, bientôt. Ok. Mais mais même on peut en parler parce que c'est hyper intéressant. Toi et moi, on a souvent échangé avec des gens qui étaient chargés, souvent des mecs. Qui nous disent ouais, il faut pas se charger, ça vaut pas le coup, etc. Et après, tu leur dis ouais, mais tu serais pas où tu en es aujourd'hui si tu t'étais pas chargé. Ouais. Et peut-être que tu me donnerais pas des conseils aujourd'hui si t'en n'étais pas passé par là, clairement. Mais en même temps, ça c'est peut-être par vanité, mais j'ai envie de croire que j'ai pas besoin de ça pour arriver au succès. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui voient pas ça comme ça, qui se disent bah ouais, mais c'est. Et peut-être que toi et moi, si on était passé par là, on serait plus crédible. Peut-être qu'on serait allé plus vite. Peut-être qu'on aurait plus d'argent, plus de succès, plus d'audience, plus de notoriété. Peut-être. Plus de biceps. Plus de biceps, ouais, peut-être. Mais peut-être qu'on aurait aussi beaucoup plus de problèmes de santé, qu'on aurait chopé un cancer, qu'on aurait des dérèglements hormonaux, des problèmes de prostate, des problèmes de libido, des problèmes de gestion de nos émotions, de notre tempérament, qu'au final on ça, aurait. J'ai déjà. Ça, non mais quand tu parles vraiment, parce que certes c'est attrayant la façade comme toujours, mais quand tu parles vraiment avec des gens qui sont passés par là, qui le vivent au quotidien, et on en a beaucoup d'exemples, mine de rien, toi et moi autour de nous, tu comprends que en fait c'est pas si sexy que ça, quoi. Ouais, non, vraiment. Sûr. Et par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un corps fonctionnel d'une certaine manière. Est-ce que tu penses que dans notre approche, était imparfaite d'une certaine manière? Quand tu dis notre approche, dans le sens où j'ai l'impression que la manière dont tu le disais, c'était si je cherche le bodybuilding esthétique à outrance, ça veut dire que je suis pas forcément fonctionnel. Est-ce que du coup tu penses que notre approche était imparfaite par rapport à ça et que peut-être qu'on n'abordait pas les choses de la bonne manière dans notre bodybuilding? Je pense pas, parce que pour moi le body c'est le body, et que pour exceller en body il faut faire les choses avec certaines concessions, et que clairement tu seras pas Dorian Yates si en plus tu veux travailler ton handstand 3 fois par semaine et courir le 10 km en 34 minutes. Enfin, faut arrêter de... Voilà. Et plus par rapport aux blessures. C'est différent. Mais pour ce qui est du body en tout cas, pour exceller dans un domaine aussi exigeant, forcément il faut faire des croix sur autre chose, tu vois. Et j'ai l'impression que je suis une des seules personnes que ça dérange, parce que moi tu vois, la phrase « choisir c'est renoncer », c'est horrible pour moi. Parce que devoir s'astreindre à une dynamique de vie pour poursuivre l'excellence dans un domaine, ça veut dire faire le croix sur beaucoup d'autres, et ça m'emmerde. Parce que j'ai envie de vivre 10 vies en même temps. Tu veux toujours avoir tous les choix possibles à ta disposition. Et j'ai envie d'être capable d'entretenir des conversations d'initiés avec des mecs comme toi, avec des mecs comme Dorian Yates, avec des mecs comme Ido Portal, avec des mecs comme Conor McGregor, de la même façon, comme si j'avais un peu vécu leur vie et que je savais de quoi ils parlaient parce que j'avais pratiqué un peu ce qu'ils ont vécu, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est une utopie, mais c'est quand même séduisant tout le temps, tu vois. Et malheureusement, force est de constater que tu peux pas être aussi excellent que tu le veux dans toutes ces disciplines-là. Pour ce qui est des blessures... Je pensais que tu allais contourner complètement ça, mais non, parce que je sais que sinon tu allais me mettre un taquet. Mais pour ce qui est des blessures, je pense que j'ai peut-être... moi, je suis peut-être un petit peu plus parti bille en tête, et toi, tu as eu la sagesse de régresser les choses un peu plus tôt que moi. J'ai galéré pendant quand même... Et je pense que ton accident de parachute et ton explosion de l'épaule, ça t'a ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. Et que moi, je me suis bercé par obligation, mais on va toujours dans certains chemins de vie par obligation quand on est dos au mur aussi, tu vois. Et je pense que moi, je me suis fermé à ça et je me suis un peu aveuglé
en faisant confiance aussi à la toute-puissance de la science et du raisonnement evidence-based et en me disant, tu vois, les préceptes défendus et partagés avec nous par Meno, par exemple, ils sont forcément bons parce qu'ils sont scientifiquement avérés. Et certes, c'est le cas, tu vois, mais sans faire attention au fait que j'avais peut-être pas, autant que je le pensais, les prérequis nécessaires en termes notamment de mobilité articulaire, en termes de capacité à bouger mon corps en place pour pouvoir exiger ensuite de mes tissus musculaires et nerveux des adaptations qui soient forcément que positives en fait. Et je pense La que subtile différence entre la théorie et la pratique dans un contexte bien précis ouais, d'un individu, quoi. je pense que à trop vouloir fustiger les bros et à pas vouloir donner de reconnaissance aux mecs qui n'accordaient d'importance qu'à la sensation, qu'à leur ressenti et pas du tout à la science de l'optimisation telle qu'elle est défendue par les recherches. Ouais, Bah, en parce fait, que je crois que tu te sépares un petit peu justement euh, de cette connexion et tu essayes de devenir de plus en plus automatique, ouais, de plus en plus rationnel, rationnel, exact. binaire Ouais, d'une certaine manière. exact. Et ça enlève la beauté qu'est en fait bah, finalement Mais parce que je notre pense, relation à notre corps. En fait. parce que je pense que en fait, alors c'est rejeter la faute à quelqu'un d'autre que moi, alors que la faute me revient pleinement. Mais je pense que j'ai pas eu la chance d'avoir des modèles, et toi non plus, de mecs qui soient à la fois extrêmement cartésiens et rationnels comme nous, et en même temps extrêmement ouverts au feedback de leur corps, extrêmement sensibles à leur ressenti, à leurs sensations à l'entraînement, et qui auraient pu nous dire, mais les gars, les recherches, je les connais, et on a les mêmes bases théoriques et on raisonne tous de la même C'est façon. ça. Mais regarde, si tu fais ça de façon un peu différente, ou si tu accordes un peu plus d'attention à ton arrière d'épaule, ou si tu fais gaffe à comment ta scapula bouge par rapport à ton ouverture thoracique, peut-être que tu vas avoir C'est- d'autres réponses et que tu vas en plus non seulement pas avoir à nier ton socle de connaissances et de raisonnement cartésien et logique, mais à magnifier la portée de ton raisonnement parce que tu vas l'enrichir et l'approfondir. C'est en ouf fait. parce que c'est exactement la sensation que j'ai. J'ai l'impression que malheureusement on était On était sur un monde totalement un binaire. spectre où tu C'est as ça. seulement des gens qui sont bah, justement très cartésiens, evidence-based et complètement coupés de par exemple la connexion muscle-esprit, etc. Et de l'autre côté, tu as l'impression d'avoir des gens qui sont une génétique de ouf et du coup quoi qu'ils fassent de toute façon ils sont insane ou connexion esprit mais je me dope, etc. ou des hippies ou des bros, C'est ça. etc. Et c'est vrai qu'un entre-deux, c'est pas évident à trouver. Et en tout cas, alors je dis pas que ça n'existe pas, hein, parce que quelqu'un va me sortir, bah si, regarde lui, il fait bien. Hein. Mais le problème, c'est que dans de nos influences directes, c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait. Et bah, c'est peut-être à nous maintenant d'ouvrir un petit peu cette voie, quoi. Je pense que quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Exactement. Mais, Au niveau des bouquins que tu as lus l'année dernière, là, qu'est-ce qui t'a influencé le plus en 2021? alors, il faut savoir que la question est piège parce que la moitié des bouquins que je lis, c'est des bouquins que Nevin me recommande en fait. Ah merde. Voilà, bâtard. Mais en fait, je me rends compte que le fait d'être en couple, encore une fois, c'est pas jeter la pierre à ma partenaire, de ma partenaire. mais je lis moins que quand j'étais Ah bah, t'as moins de célibataire, temps, je pense, t'as moins- parce que la chose du couple fait que tu es obligé d'accorder plus d'attention à cette espèce de vie à deux, même quand tu fais J'ai cru rien. que t'allais dire un truc horrible. Non, Non, mais- t'as cette espèce d'être là qui traîne truc, chez là. moi. Mais t'as peut-être un tout petit peu moins de temps à consacrer à toi pour te retrouver et pour te plonger. Tu vois, en plus, j'ai un problème. Mais je pense que c'est ça aussi, tu sais, quand t'es en couple, alors bon, quand t'es heureux, c'est différent, mais t'as quand même toujours cette sensation de dire, ah bah ouais, si j'étais célibataire, je pourrais faire ça, 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 ça. Et puis après, t'as le célibataire qui fait, ouais bah moi je fais tout ça, mais moi ce que je voudrais c'est ça, ça, ça. Peut-être. Et c'est vrai que la lecture, ça fait partie des trucs que quand t'es célibataire, bah t'as forcément plus de temps. J'ai l'impression. Après, c'est peut-être peut-être que je me mens à moi-même et que si j'étais célibataire, je passerais mon temps à faire Non, de la mais on en muscu, fait à beaucoup courir aussi. après les meufs, tu vois, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que j'avais peut-être un tout petit peu plus de temps pour lire quand j'étais seul. Et en plus, j'ai un problème, c'est que mon cerveau part toujours à 8000 à l'heure et que quand je lis,
je peux pas m'empêcher de m'évader et que j'ai besoin d'être extrêmement concentré et focus Et c'est pour ça la arriver beauté à de la lire de lecture façon aussi. productive. Même si ça te prend plus de temps, c'est aussi ça la beauté de la lecture. C'est que Ouais, si mais- ça t'enchaîne sur Ouais, mais des chez trucs. moi, c'est vraiment fastidieux. Ouais. Je lis vraiment lentement, vraiment. Tu vois, quand j'étais en prépa et qu'on lisait des trucs qui étaient... En fait, quand c'est des lectures factuelles et très simples, ça me pose aucun problème. J'arrive à processer l'information de façon très rapide. Quand c'est des trucs qui forcément évoquent des remises en question, des sentiments profonds ou qui font appel à un contexte ou à une mobilisation d'émotions ou de sensations nouvelles, bah, je peux pas m'empêcher d'explorer au fur et à mesure que je lis en fait. Je Et oui, pensais c'est justement très que tu allais cool. me dire que le livre qui t'avait le plus marqué, c'était celui sur la psychologie là, de. Truc là. Sur la tricotylomanie? Ouais, exactement. Ouais, probablement, parce que c'est le. Parce que là, il y a de la remise en question. C'est un des j'imagine. seuls que j'ai vraiment lu, appliqué et fini. Tu vois, que j'ai pas lu pour le finir, que j'ai lu parce que je savais qu'il y avait des réponses dont j'avais besoin, qu'il fallait que je les applique en fait. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé. Il s'appelle J'arrête de m'arracher les cheveux, même si tu vois au début je voulais pas le lire. Straight to the point. Parce que je me disais, mais je m'arrache pas les cheveux, que sur la couverture, il y a une meuf avec des cheveux longs. Je me disais, mais les gars, je suis pas une meuf. Je commençais à lire les premiers paragraphes. Ça s'adressait à un personnage qui était féminin. Du coup, Donc leur j'avais une marketing est dissonance pas ouf, hein. cognitive constante, tu vois. Je me disais, mais enfin, non, c'est pas pour moi. Et en fait, quand j'ai accepté que, quand j'ai commencé à lire, au début, je me disais, c'est un peu un truc de hippie. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'en fait, le mec était spécialiste des thérapies comportementales et des addictions cognitives et comportementales et que tout ça, c'était la même base et que quelqu'un qui s'arrachait les poils de barbe, il avait probablement la même base psychologique et les mêmes problèmes que quelqu'un qui était alcoolique, que quelqu'un qui fumait trop, qui mangeait trop, qui était addict au jeu, etc. Je me suis dit, ah ok, là, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, il faut peut-être que je m'y intéresse. Tu vois. Donc ouais, ça m'a pas mal marqué. J'ai commencé Penser comme un moine, Think like a monk, que j'ai toujours pas fini parce que je me rends compte que si j'ai du mal à lire en français, j'ai encore plus de mal à lire en anglais. Mais tu l'as en français là, du coup. Je l'ai en français là, mais j'avais commencé avec l'audiobook en anglais. Et pour moi, écouter un audiobook en anglais, même avec un mec qui parle bien et qui articule bien, c'est super dur parce que regarder une vidéo YouTube en anglais, ça me pose aucun problème. Mais écouter un récit qui fait appel à des strates de compréhension qui sont complexes et à des univers qui sont très riches, pour moi en anglais, c'est super dur. C'est un super bouquin, mais il est vraiment dense parce qu'il y a beaucoup de trucs Ouais. sur. Et du coup, pas- c'est vrai et que c'est si pas tu as mon du mal à te univers, tu vois. concentrer, Donc, ça. en fait, il y a une espèce de remise en question permanente que ça demande pour se plonger dans le personnage qui est capable d'accepter et de comprendre ce qu'on lui dit, qui est difficile, tu vois. Et du coup, je suis probablement pas un bon lecteur, mais ça veut pas dire que je dois pas être un lecteur tout court parce que la lecture m'apporte des trucs qui sont incroyables. Mais c'est vrai que je lis lentement et que même si j'aimerais, c'est toujours pareil, lire plus que ce que j'arrive à lire par an, bah, en vrai, si j'arrive à finir 3 bouquins dans l'année, c'est génial, tu vois. Ok. Donc voilà. Changement de sujet. Je voulais parler un petit peu des calories challenge parce que tu as parlé un petit peu récemment du fait que tu pensais avoir des TCA qui découlaient, d'après toi, potentiellement de la première compétition qu'on avait fait. Ouais. Et je sais que on a un peu destroy entre toi et moi Stéphanie Buttermore avec ses calories challenge, etc. Et du coup, est-ce que tu penses que les calories challenge ont potentiellement eu un impact négatif par rapport à ça, à ton rapport à la nourriture? Est-ce que tu penses que tu as fait des calories challenge pour toi ou est-ce que tu les faisais parce que, même si vous ne le savez pas, la nourriture sur YouTube, ça marche tellement bien que du coup c'est extrêmement attrayant, que c'est des sujets où tu sais que tu vas faire beaucoup plus de vues que si tu te donnes du mal sur une autre vidéo. Du coup ça te motive à le faire, mais c'est vrai que ça a toujours un impact sur toi parce que je sais qu'on en a parlé plusieurs fois après les KO où tu me disais ouais non faut plus que je fasse ça parce que ça m'impacte trop, etc. Et puis après je t'avais au téléphone, tu me fais ouais bah là je vais faire mon deuxième calorie cette semaine à Dubaï. Je fais mais attends de quoi tu me parles, t'en as pas déjà fait la semaine dernière? Donc ouais, c'est une question multiple, mais j'aimerais bien voir. De toute façon, je te fais une question multiple parce que de toute façon, tu pars sur 15 minutes à chaque fois sur mes questions. Donc autant te donner du biscuit. Qu'est-ce que j'ai pu te casser les couilles avec mes calories challenge, putain, depuis Bangkok en 2017 avec le premier 10 000 jusqu'à C'est 2017. Dubaï. Je crois que c'était avant. Putain. 2017, ouais.
Il faut savoir que Nevin a toujours été derrière moi sur ces trucs-là, parce qu'au début, quand je faisais ces vidéos-là, c'est lui qui les filmait, c'est lui qui m'aidait à les organiser. Parce que vous vous rendez pas compte le merdier que c'est à monter un 10 000 calories challenge. Les gens pensent que c'est vas-y, je me lève et puis je bouffe le plus possible. C'est tellement d'organisation. Tous nos potes qui ont essayé de Prenez faire une ça, semaine ils avant. sont fracassés la nuque parce que c'est impossible. Donc ça demande de la préparation, ça demande de la logistique, ça demande de l'organisation, ça demande de dégager du temps dans son planning de travail parce que sur cette journée, il est impossible que vous soyez productif. Ou sinon, j'aime voilà. pas être un bâtard, mais le nombre de mecs qui font des 10 000 calories challenge sur YouTube et ils font ah ouais bah voilà j'ai mangé ça, ah ouais mais ça je l'ai pas filmé parce que tu fais un 10 000 calories challenge, tu filmes, c'est le principe en fait, et tu affiches les calories et tu pèses tes trucs ou sinon tu fermes ta gueule. Bref, la haine est passée. Mais ouais, c'est beaucoup d'organisation, rien que pour la photo. Putain, rien que la miniature, c'est un tel non, sketch. vas-y, range ton pénis là. C'est tellement dur. Mais bref, je pense que en fait, c'est toutes ces dimensions et ces strates interconnectées. C'est-à-dire que si j'avais pas eu de chaîne YouTube, j'aurais probablement jamais fait de calorie challenge. J'aurais très certainement fait des conneries, des cheat days ou des délires avec des potes. Mais tu te pousses jamais à faire 10 000 calories. Jamais à faire un 10 000 calories juste pour délirer. Sans le filmer, impossible, jamais. Bah au moins, peut-être que tu essayes, mais à 7 000, tu fais ok, là c'est bon, j'en ai eu assez. Voilà. tu vas jusqu'au bout de ton expérience et puis terminé. Tu te sens pas redevable de devoir réussir un truc parce que tu t'es fixé un objectif que les autres vont voir. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, quand on réfléchit comme ça, bah, toutes les performances humaines sont inscrites dans la logique de la spectacularisation en fait. Qui traverse l'Atlantique s'il n'y a pas de journaliste à l'autre bout pour te voir arriver, tu vois. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a beaucoup de ce genre d'expériences qui peuvent être expliquées via l'adrénaline que tu tires. C'est sûr. Ou je pense un mec qui traverse à la rame ou qui fait un tour du monde, etc. C'est aussi une introspection, c'est un voyage interne qui doit être ouf. Parce que tu dois te retrouver dans des situations qui sont tellement ouf. Ah bah moi j'ai un mec que je connais qui m'a dit qu'il avait l'impression qu'il y avait un migrant sur le bateau avec lui pendant 3 jours tellement il n'avait pas dormi et qu'il avait des hallucinations. Ouais. Ah ouais. Vraiment. Donc ouais. C'est toi qui conduis? Je vais me faire insulter sur le podcast. Non, mais t'as un marin qui va me dire ouais mais on conduit pas. On dit barré. Mais peut-être qu'il y a certains grands accomplissements de l'homme qui sont vécus uniquement dans la sphère intérieure et qui sont faits uniquement pour l'introspection et pas pour le spectacle. Mais en vrai, la barrière de j'ai envie de faire un truc qui est exceptionnel et j'ai envie de faire un truc qui est absolument exceptionnel et que tout le monde va acclamer, bah tu l'as dit, quoi. Tu t'arrêtes à 7 000 calories, tu vas pas à 10 000, tu vois. Ou tu t'arrêtes à 8 000, tu vois ce que l'expérience a à t'apporter, puis à un moment c'est bon, tu vois. Tu te pousses pas dans tes dernières limites et dans tes derniers retranchements si c'est pas, je sais pas, tu vois, genre l'UFC, les mecs se taperaient sur la gueule comme ça, si c'était au fond d'une cave filmé par personne, je suis pas sûr. J'ai vu des trucs pas très très beaux dans ma vie. Non mais, tu vois ce que je veux dire. Donc, sans arrêt de l'arbitre. Ouais, sans arrêt de l'arbitre, ouais. Honnêtement, c'est toutes ces dimensions interconnectées. C'est sûr que j'avais une curiosité pour la bouffe qui était énorme et une espèce de penchant à assouvir qui était monstrueux à cause probablement des restrictions qu'on s'était imposées pour notre première compétition et qui m'a pas quitté avant un long moment. C'est sûr que j'avais envie de me mentir à moi-même et de me dire de toute façon j'ai un appétit démesuré, donc comme j'ai une faculté hors norme sur ce plan-là, autant l'exploiter. Alors que cette faculté hors norme, elle vient simplement du fait que j'avais eu tellement faim et j'avais tellement mal géré les choses pour notre première compète que j'avais créé un vide en moi qui était énorme et que j'avais probablement associé le fait de manger à me réconforter et à apaiser mon anxiété et plein de trucs, tu vois. Alors, pour la petite histoire que je me protège un petit peu, hein. Vas-y. À l'époque de notre première compétition, on n'avait pas parlé de notre nutrition, on faisait deux choses qui étaient complètement différentes et on avait une approche qui était complètement différente. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on aurait dû en parler parce que moi je te voyais, et vu qu'on n'en parlait pas, parce que t'en parlais pas du tout, moi je me disais, le mec il a ça, finger in the nose, alors que moi je suis en train de galérer. Ouais, et j'en ai chié, mais. Ouais, c'est ouf, alors que t'en as pas parlé une seule fois, quoi. Et en fait, parce que, encore une fois, j'étais enfermé dans l'idéal de no pain, no gain. Forcément, si tu veux monter sur une scène de fitness, il faut en chier. Forcément, tu n'auras pas un physique exceptionnel à moins d'en baver vraiment. Et quand j'ai commencé à être dans le dur et que j'étais à 5 semaines de la compète, je me suis dit, bah ok, c'est normal. Tu as envie de t'évanouir en allant au travail, bah c'est logique. C'est juste que, voilà.
Je me souviens des appels de Dorian Yates avec les mecs qui suivaient en mode Yeah, that's bodybuilding, look good, feel like shit, salut. Genre, ok, super, bon, on va faire ça. On va avoir envie de tomber dans les pommes à chaque fois qu'on parle à quelqu'un pendant 6 semaines et c'est normal, tu vois. Et bah, maintenant que je sais comment les choses se font de façon plus optimale, j'ai conscience que c'est pas le cas. Oui et Même non, si- dans le non, sens où quand tu fais une compétition, de toute façon, tu vas dans des extrêmes où… Bien sûr. ouais. Si, Mais- si tu veux présenter un physique écorché, tu vas te sentir… dans ce sens-là, ils ont raison, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai Mais il y a qu'après, tu as probablement différentes approches. Ouais. plein de douleurs inutiles qu'on aurait pu éviter, enfin que moi L'après, j'aurais pu surtout. éviter, surtout l'après, surtout la gestion du reverse diet, Là, du pourtant, tu vois, post-compétition, c'est etc. vrai que je te l'avais dit, je te dis non, mais tu déconnes. Ouais, mais genre, c'était impossible en fait. ouais, C'était ouais. la façon dont j'avais primé le truc et les Genre, il se sacrifices ramenait à la que j'avais- salle avec les tartes caramel comme ça et il me regardait comme ça, mais comme si c'était un petit Subway cookie, il me faisait comme ça. T'en veux? Je l'ai la vidéo. Hein. Le truc devait faire genre 3500 calories. ouais, 3000 calories, vraiment. J'ai bouffé ça en 10 minutes avant ma séance, clairement. C'est ça. Mais ouais. Bonne séance, en vrai. Ouais, de ouf, congestion de malade. En vrai, la façon dont j'avais consenti l'ensemble des sacrifices que j'ai mis en place pour arriver à ce résultat faisait que il était impossible que je parte pas complètement en vrille après, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, C'était beaucoup trop en fait, excessif. j'avais l'impression d'avoir plus aucune volonté, alors que c'était même plus une question de volonté, en fait. C'est simplement la position dans laquelle je m'étais mis moi-même Ouais. qui était complètement incohérente avec une logique de santé et de En et plus, de- la diète d'équilibre. était complètement psychopathe, C'était n'importe quoi. Ce que j'avais fait, psychorigide, c'était n'importe avec, quoi. avec des cyclages de calories sans queue des ni trucs tête et aberrants, des ouais, aliments des qui trucs étaient aberrants, ouais. difficiles à obtenir en plus. De ouf. Genre, mais- tu perdais du temps mais de à. ouf. Mais parce que j'avais écouté des espèces de gourous de merde et en pensant que parce que les mecs avaient des physiques exceptionnels, naturels, bah c'était la façon dont il fallait faire les choses, quoi. Mais ouais, clairement. Donc, mauvaise idée. Et du coup, par rapport au fait que, tu vois, pendant des années, tu t'es dit, ouais, j'ai peut-être créé des TCA là, et après, t'en es reparlé en disant, parce que, tu vois, les Calorie Challenge, c'est largement après, et que tu t'es dit, ah bah en fait, là, je perds le contrôle. Pendant les calories challenge, tu veux Bah, dire? je sais pas, tu sais, t'en as parlé il y a pas très longtemps, Ouais, où tu ouais, disais, ouais, 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 je ouais. pense que finalement, j'ai peut-être créé d'autres trucs, ou je sais pas en fait, comment tu vois les choses? Est-ce que tu as l'impression qu'à un moment, tu as perdu le contrôle? Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu as peut-être des conseils à donner voilà, pour leur dire, là peut-être que tu as besoin d'aide ou peut-être qu'il faut que C'est tu dans en ce- parles. c'est- À quel moment tu sens que tu perds le contrôle ou enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est dense comme question parce que, Ouais, c'est pas facile, ouais. en fait, je me souviens d'une matinée de mars 2015, donc genre 6 mois après notre première compète, Ouais. où j'étais à Fitness Park à Clichy et où j'étais en train d'essayer de m'entraîner. Je dis essayer parce que j'arrivais à m'entraîner et en fait, j'arrivais pas. J'étais à la salle, hein, il n'y avait pas de stimulation évidente et j'arrivais pas à ne pas penser à la bouffe, en fait. Et j'étais à la salle, j'ai essayé de faire mes deadlifts. Et en fait, je suis sorti, il pleuvait. Je me suis assis dans la rue, dans l'espèce de rue moisie en pente là devant la salle. Je me suis assis contre le mur de la salle dehors sous la pluie. Et je me suis dit, là, il faut que j'arrête et là, il faut que je me fasse aider, tu vois. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai essayé d'appeler, je crois que c'était la maison de santé de Sèvres ou de Chaville ou Meudon, ou un truc comme ça, à côté de chez ma daronne. Parce qu'elle avait dû me dire, si tu veux, il y a des gens qui sont spécialistes des comportements addictifs et des troubles du comportement alimentaire. Et peut-être qu'il serait temps de voir que tu perds un peu le contrôle des choses et que ce serait bien de te faire aider. Et poussé dans la culture de ma toute-puissance et du fait que je m'étais mis moi-même volontairement dans cette situation et que du coup, si j'avais fait de la merde, il fallait que je m'en sorte tout seul, j'avais repoussé longtemps le fait que je pourrais très probablement bénéficier de l'aide d'un professionnel et me faire aider. Et je me suis voilé la face longtemps, tu vois. Et en fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Et j'ai eu une standardiste qui m'a dit bah, je suis désolé, on n'a pas de disponibilité avant genre 4 mois, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, j'ai raccroché. Et en fait, je me suis fait renvoyer à tous mes anciens démons en mode, bah ok, en fait, quand t'es dans la merde, tu peux t'aider que toi-même. Si t'as vraiment besoin d'aide dans l'urgence, bah c'est pas possible. Et au final, bah c'est du bullshit parce que même si, pour moi, à mon échelle, en fait, alors que je souffrais de ça depuis peut-être 5-6 mois, attendre 4 mois sans rien faire, c'était impensable. Donc je me suis dit, ok, je vais faire autrement. Vas-y, vous voulez pas m'aider, je vais faire autre chose. Tu vois. Donc je vais essayer de lire, je vais essayer de trouver des solutions, je vais essayer de me renseigner, d'aller sur des forums, de voir les vies différemment, de voyager, de m'apaiser, de penser à autre chose, etc.
d'avoir recours à davantage de volonté, peut-être que je suis juste faible, peut-être que enfin, c'est horrible, mais et en fait peut-être que me faire aider à ce moment-là, peut-être que si aussi dans ma famille on avait eu davantage une culture de tu vois, de l'acceptation de la thérapie, de se faire davantage aider, que c'était normal de pouvoir parler de ses problèmes avec quelqu'un dont c'est la spécialité, Je etc. peux comprendre que dans ton environnement, ça doit pas forcément être mis en avant. Ce soit un peu plus difficile, ouais, peut-être, sans jeter la pierre à personne, mais c'est vrai que j'ai pas trop été éduqué dans cette culture-là, tu vois. J'aurais eu des parents psychiatres et tout, ça aurait peut-être été différent, mais c'est pas le cas. Et donc, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps à accepter que j'avais pas toutes les réponses, qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes de ces comportements-là et que peut-être c'était pas juste une question de faiblesse ou de volonté, mais que bah ouais, je m'étais mis moi-même dans une situation qui était compliquée et qu'en sortir indemne et la gérer tout seul, c'était difficilement possible en fait. Et du coup, récemment, parce que j'ai essayé de faire la lumière en moi-même sur ces points-là aussi, comme tu en as parlé, parce que j'ai essayé d'être clair avec moi-même sur le fait que ouais, les calories challenge, c'était peut-être... Il est en train de mourir le bois, ça va mourir. C'était peut-être une résurgence de l'ensemble de ces addictions, de l'ensemble de ces mécanismes ou de ces habitudes ancrées en moi qui faisaient que quand j'étais frustré ou quand j'étais anxieux ou quand j'étais pas bien, j'avais tendance à manger plus que d'habitude et plus que la moyenne, tu vois. Ben, je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse quelque chose que je règle ces problèmes-là, quoi. Et c'est la raison pour laquelle récemment j'ai décidé, tu vois, d'en parler, de prendre une psychologue qui m'a aidé sur la question, de travailler en hypnose pour essayer de déprogrammer et de reprogrammer aussi mes schémas de comportement et la façon dont j'avais tendance à gérer mes émotions et à apaiser mes tensions de vie, etc. Parce que je me rends compte que j'ai pas mal de clairvoyance et de capacité d'analyse sur les phénomènes qui sont à l'extérieur de moi, mais que paradoxalement, j'ai souvent du mal à être objectif sur vis-à-vis de toi-même. ce que je ressens vraiment ou la nature de mes émotions ou à les sentir arriver. Et je peux me sentir très mal parfois sans comprendre pourquoi et sans raison, ou très euphorique et très bien sans vraiment savoir pourquoi, parce que j'ai des facilités à voir, enfin c'est toujours pareil, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, mais ce qu'on a sous les yeux est toujours plus facile à observer que ce qu'on a derrière les yeux, donc j'ai fait ce travail-là et il n'est pas fini récemment et je pense que c'est une des meilleures idées que j'ai eues parce que se faire aider, c'est jamais un aveu de faiblesse et c'est toujours une super solution pour arriver à résoudre des problèmes que d'autres ont vécu, que d'autres connaissent, parce qu'on n'est pas unique, parce qu'on ne passe pas par des cheminements et des fonctionnements qui sont absolument exclusifs à notre façon d'être et que même si on est tous différents dans la façon dont on les exprime, bah on répond quand même à des schémas comportementaux qui sont logiques parce qu'ils viennent de notre nature humaine et de notre façon de gérer l'anxiété, la frustration, la colère, le deuil, le déni, etc. Et qu'il y a des gens qui ont ces réponses-là et qui peuvent nous y aider, tu vois. J'ai une question qui me vient à l'esprit parce que je sais que certaines personnes vont faire le raccourci. Ouais. Le fait d'avoir mis en place avec moi la diète flexible par exemple, Ouais. et tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais, mais compter ses calories ou traquer ses macros, c'est le vecteur des TCA, etc. Ouais. Machin. Comment tu vois les choses par rapport à ça? Le fait que toi, tu as eu des soucis. Moi, je sais que j'en ai eu dans le sens où je pense qu'on peut parler d'orthorexie avec tu vois, le contrôle, mais c'est pas juste par rapport à mon alimentation, c'est par rapport à ma vie en général parfois. Est-ce que tu penses, enfin, comment tu vois les choses par rapport à ça, au fait d'avoir vécu des problèmes de rapport à ton alimentation, mais de proposer justement des stratégies où on vient avoir une flexibilité dans son alimentation, etc. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où il y a des gens qui vont dire ah ouais, ben, lui il n'est pas totalement, enfin sa synergie n'est pas parfaite avec son alimentation, mais il va nous proposer, tu vois, une formation sur la diète flexible, etc. Encore une fois, tu vois, c'est la même utopie de perfection et d'exemplarité qui nous paralyse depuis le début, en fait.
J'ai jamais considéré que j'étais parfait et j'ai jamais eu à attendre d'être parfait pour pouvoir donner des conseils sur la façon dont j'avais fait les choses en fait. Parce que personne n'est parfait et que personne n'attend de toi que tu sois parfait pour pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes. Parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des faiblesses et le but du jeu c'est juste de pouvoir être mieux avec ses problèmes éventuellement ou vivre en harmonie avec ses défauts ou être capable de réussir à être heureux et à réussir sa vie malgré les problèmes ou les obstacles qu'on a tous, tu vois. Personne n'attend, enfin tu vois, genre Bill Gates, il a perdu de l'argent, j'en sais rien. Usain Bolt, il s'est déjà pété la gueule sur une piste de 400 mètres, sans doute, tu vois. Lance Armstrong, il est probablement déjà tombé de vélo. C'est pas les gens qui sont parfaits, c'est à la limite, ce serait flippant, tu vois. C'est pas intéressant. J'ai jamais considéré qu'il fallait attendre qu'on soit parfait dans notre approche, ni du bodybuilding, ni de la gestion de la nutrition, ni des TCA, ni de rien du tout, pour aider les gens à améliorer leur quotidien. Et heureusement, parce que est-ce sinon, que tu on penses n'aurait pas que jamais rien fait. justement ces imperfections t'ont permis d'avoir une approche qui est plus sensible Mais à ce genre de problématiques? C'est sûr que les démons qu'on a et contre lesquels j'ai essayé de lutter pendant longtemps et que les limites qu'on a en tant qu'être humain, elles nous aident à nous rapprocher de l'humanité des autres et à comprendre pourquoi ils luttent et pourquoi ils sont en galère dans leur vie. Tu vois. Le nombre de gens, toi et moi, qu'on connaît et que, tu vois, tu as mentionné la diète flexible, mais que notre produit, par exemple, la diète flexible, a aidé à sortir de l'obscurantisme et de la rigidité à outrance et qui ont eu le même parcours que nous j'ai fait une compétition, je comptais mes calories à la lettre, j'essayais de manger toujours les mêmes types d'aliments religieusement en respectant mon plan alimentaire à la virgule près, etc. Et quand j'ai compris que c'était pas nécessaire, ma vie a explosé, mon échelle de valeur a explosé et je me suis rendu compte que je pouvais avoir les mêmes résultats avec un bien-être 10 fois supérieur en mangeant des trucs beaucoup plus flexibles et en changeant mon locus de contrôle d'un locus super rigide à un locus beaucoup plus flexible. Bah, tu dis, ok, alléluia, on a compris comment ça marche et si on peut partager la bonne parole et aider les gens à y voir plus clair pour être plus heureux en faisant les choses de façon plus intelligente, bah, c'est génial en fait. Et heureusement qu'on a fait ces erreurs parce que ça permet peut-être à des milliers de personnes de ne pas les faire, tu vois. Ou de les faire et d'en souffrir moins, ou de les faire et d'en souffrir différemment, ou d'apprendre différemment et de rebondir plus vite, etc. quoi. En fait, d'une certaine manière, chercher de l'aide, c'est ça, hein. C'est chercher quelqu'un qui a potentiellement de l'expérience avec les problèmes que tu as actuellement ou qui a travaillé avec des gens qui avaient les mêmes problèmes que toi et qui peut potentiellement te donner les solutions que toi tu as du mal à trouver. On en parlait pendant le meet-up avec nos élèves. Pourquoi tu es un excellent coach? Parce que tu as galéré à trouver des solutions à des problématiques que tu avais que beaucoup n'ont pas connues en fait. Quand tu t'es explosé l'épaule en parachute et que tu as dû te reconstruire de zéro, bah, tu as dû avoir recours à des trésors d'inventivité et de réhabilitation et de rééducation et de restabilisation, de reprise de force, de mobilité, etc. que beaucoup de mecs qui sont jamais blessés n'auront jamais à prendre en compte en fait. Et donc si quelqu'un arrive face à un coach comme ça qui n'a pas vécu ça et qui lui dit bah j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce que je fais? Bah forcément il aura moins de réponses à lui fournir que toi qui t'es reconstruit de A à Z, tu vois. Doliprane, ibuprofène. Et mettre de la glace, c'est bien aussi. C'est ça. Justement, pour repartir sur la question de nos détraqueurs ou des haters, etc., Ouais. j'ai l'impression que ça aussi, t'as beaucoup changé par rapport à ça. Je sais que nous, on avait une approche qui n'était pas du tout la même au début de ta chaîne YouTube où tu as toujours été dans la transparence avec tes followers et tu me disais ouais mais même si j'ai des trucs négatifs je préfère les laisser parce que j'ai pas envie de faire de la censure sur ma chaîne, alors que moi je te disais mais c'est des mecs qui ne t'apportent rien, Ouais. qui sont là juste parce qu'ils sont jaloux, frustrés, etc. et qui salissent juste ta chaîne. Et c'est vrai que là-dessus on n'était pas toujours d'accord et toi tu disais ouais mais d'un côté c'est à dire qu'il y en a qui pensent comme ça, etc. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu as changé un peu par rapport à ça? Est-ce que bah, j'ai l'impression de toute façon que tu donnes moins d'importance parce que tu as plus, ou moins le syndrome d'imposteur et que tu es plus à l'aise avec ce que tu fais et tu as plus d'expérience aussi. Parce qu'au bout d'un moment, les messages de hate, ça se multiplie et du coup, ça fait moins mal en fait d'une certaine manière, même s'il y en a un parfois qui sort du lot et tu fais « Ah, le bâtard !» Mais ouais, comment ça a évolué par rapport à ça? En fait, là où tu as mis le doigt sur un truc qui est très vrai, c'est qu'au début, je voulais rester dans l'absolue transparence parce que je voulais pas me construire sur des bases fausses. Je voulais pas, si ce qu'on faisait devait réussir, je voulais pas qu'on le doive au fait d'avoir complètement oblitéré une partie de la réalité et que peut-être il y ait 30% de mecs qui pensent qu'on était des fils de pute, mais qu'on avait construit notre réussite sur les 70% des gens qui nous acclament, tu vois. Je voulais que qui qu'on devienne,
on le devienne parce qu'on est accepté ou pas par les gens à qui on parle et qui doivent peut-être nous encenser ou nous accorder de l'importance, tu vois. Donc pour moi, au début, c'était super important de censurer personne et de virer aucun commentaire, même les plus horribles, même les plus négatifs, parce que je me disais, bah, on est en démocratie, on y reviendra, on est en république, on y reviendra. Non, Non, les gens qui parlent, ils ont le droit de parler, on est sur Internet et chacun pense ce qu'il veut, tu vois. Et donc, tant que je me considérais pas comme peut-être légitime, peut-être construit, peut-être arrivé, tu vois, genre we made it, je me disais, bah ok, que les gens disent ce qu'ils veulent, parce que je suis personne pour les censurer, parce que j'ai aucun droit, ma parole vaut autant que celle des autres, clairement, et c'est toujours le cas, et ok, si vous pensez que je suis un fils de pute, bah c'est votre droit en fait. Et là où tu avais raison, mais où je l'ai compris, je pense qu'après, c'est que maintenant que je sais que j'ai plus à dépendre de l'avis des autres pour savoir qui je suis, maintenant, j'arrive à faire la différence entre la critique objective et la méchanceté gratuite, en fait. Ouais. C'est-à-dire que maintenant que tout le monde sait, enfin, je veux dire, j'ai 400 vidéos sur YouTube. Toi et moi, on a parlé pendant des heures et des heures, comme on est en train de le faire maintenant, dans une conversation qui est une conversation privée et qui va être vue par des millions de personnes. Donc, il y a un moment, entre les 25 ans que j'avais quand j'ai commencé à faire ça et les 32 que j'en ai maintenant, tu peux pas t'inventer un personnage. Tu peux pas faker tout de A à Z. Si tu es un fils de pute, ça va se voir. Toi et moi, les mecs dont on sait que c'est des sales races, au bout d'un moment, les gens se disent « Oh putain, mais attends, je crois que c'est une sale race. » Sans blague, ok. Parce qu'il y a un moment, tu peux plus le dissimuler en fait. Quand tu es un connard, ça finit par se voir, tu vois. Nous, on n'est pas des sales mecs, on n'est pas des enfoirés, on n'est pas des mecs qui courent après le profit au détriment de la relation avec les gens, au détriment de l'humain. On l'a jamais été, on le sera jamais. Et maintenant, les gens le savent en fait. Maintenant, les gens le voient, maintenant c'est manifeste. Et il n'y a pas besoin d'être un psychologue spécialiste dans la dissimulation comportementale ou les stratégies de manipulation pour voir qu'on est, tu vois, qu'on est vrai et qu'on cache rien en fait. Les gens qui nous voient, qui viennent à nos meet-up, qui viennent à nos rencontres, qui nous croisent dans la rue, en voyage, etc., bah, ils voient qu'on est comme dans nos vidéos, on est comme dans notre travail, on est comme dans nos formations, on est comme dans nos productions audiovisuelles, parce que, où faudrait être un génie pour se construire un personnage et maintenir le masque H24 pendant des années, et c'est une énergie que j'ai pas envie de dépenser pour ça, ou alors il faudrait être complètement fucked up, quoi. Et c'est pas notre cas. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant que je considère que ce qu'on est, c'est évident, non seulement primo, j'ai plus rien à cacher, et maintenant, j'ai plus à attendre l'aval de ce que les gens pensent pour savoir qui je suis et si je suis légitime pour ouvrir ma gueule en fait. Et donc maintenant, quand un mec me dit « Putain, ta vidéo là-dessus, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, mais par contre là, je pense que t'as tort parce que tu mets en avant tel et tel argument », je trouve ça génial parce que c'est une critique constructive et on va discuter. Et quand un mec débarque sur ma chaîne YouTube pour me dire « T'es vraiment qu'un gros fils de pute et la façon dont tu présentes les choses, c'est absolument scandaleux et t'as pas le droit de dire ça et ça et ça », dégage. Delete. Voilà, delete, dégage. Parce que bizarrement, toi et moi, dans la vraie vie, des mecs qui viennent nous dire ça en face, devant tout le monde, ça n'arrive jamais. Et en 7 ans, c'est arrivé 0 fois. Jamais. Et par contre, des messages de fils de pute sur les réseaux sociaux, on en a tous les jours. Enfin, j'exagère un peu, Dieu m'en garde, mais toutes les semaines. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait se pourrir la vie à accepter la bile et le venin de mecs qui n'ont d'objectif dans leur vie que de pourrir celle des autres? Parce que de toute façon, dans ce monde, c'est malheureux, mais il y aura toujours des mecs qui n'auront qu'une seule envie, c'est de voir le monde brûler. C'est pas nécessaire. Ouais, qui découlent de leur propre frustration. Bien sûr. Et à la limite, maintenant, j'ai plus d'empathie pour ces mecs-là. Avant, j'avais envie de les cogner. Ouais, et maintenant, je me dis… Même c'est un peu de la pitié, quoi. Ouais, je me dis, tu dois être bien seul et bien triste dans ta vie pour perdre un quart d'heure de ton existence pour pourrir la mienne, tu vois. Donc déjà, ça m'atteint plus émotionnellement. Parce que je me souviens de nos discussions quand on était en Malaisie, aux Philippines en 2017, et que je te disais, putain, mais gros, regarde, il y a des mecs qui pensent ça de nous et tout machin. Et en fait, maintenant, je me rends compte que c'est pas grâce ou à cause de ce qu'on fait qu'ils pensent ça de nous. C'est à cause des limites ou des souffrances ou des insécurités ou des doutes qu'ils ont dans leur vie et que notre façon de faire, notre liberté, même il n'y a pas si longtemps, quand on a sorti Apocalypse Training, qui était du coup notre réponse au confinement. De toute façon, c'était un produit qu'on voulait faire avant le Covid. Sur le fait d'avoir une optimisation de l'entraînement à la maison et de tous les principes de construction musculaire, etc. Parce que pour les gens qui ne le savent pas, Apocalypse Training, c'est beaucoup plus que juste fais ton training maison. C'est vraiment comprendre ce que tu fais, comment programmer tes entraînements, etc. pour justement continuer de manière autonome. Et c'est vrai que tu te rappelles, il y avait des mecs, c'était genre
genre, qu'est-ce que c'était? Mais des trucs genre vraiment genre d'une méchanceté gratuite, genre ah ouais bah vous profitez de la situation pour faire du business. Enfin, C'était bref, incroyable. c'était une catastrophe et c'est vrai que c'est vraiment énervant quand tu as l'impression de faire quelque chose de bien pour justement aider les autres dans leur démarche, mais que du coup, bah évidemment, enfin c'est un truc sur lequel on a travaillé pendant Ouais. 2 mois, 2, 3 mois, plus bah, tous les mois avant parce que ça prend du temps à mettre en place, etc. Et tu pars, tu dis ah c'est trop bien, les gens ils vont kiffer et ceux qui achètent bah kiffent parce que c'est comme d'habitude, hein. Mais c'est vrai que putain ça fait chier de te manger des trucs comme ça et du coup c'est vrai que le truc en termes de méchanceté, moi sur ma chaîne YouTube c'est pareil. Si c'est une critique construite, Constructive, etc. ouais. bah c'est le top. Mais si c'est t'es un C'est de fils de pute, tu pues l'agressivité du cul, gratuite, vas-y ça dégage. salut quoi. En fait, je pense que ce qui m'a aidé aussi, on parlait de notoriété tout à l'heure, c'est de nous rendre compte, parce que l'émotion c'est bien, mais j'ai besoin de le voir de façon rationnelle, tu vois. Voir qu'il y a des milliers de personnes qui nous sont reconnaissants d'avoir pas forcément changé leur vie de A à Z, mais de leur avoir apporté, tu vois, de la valeur, de les avoir aidés à changer leur vision des choses, à faire les choses de façon plus agréable, plus optimale. Je me dis, Moi, ok, ce qui me satisfait, c'est que on a lancé en Bayesian en 2017. ouais, On a sorti la diète flexible, Apocalypse Training, la diète vegan. On n'a jamais eu quelqu'un qui s'est plaint jamais, du travail qu'on a fait. jamais. Et ça, à mon avis, c'est le premier marqueur de on doit faire quelque chose de bien parce que Ouais, quand t'es pas satisfait de quelque chose, bien bah, la sûr, donc première tu chose que queen. tu fais, Ouais, forcément. t'es pas Ouais, content. bien sûr. Et du coup, c'est vraiment satisfaisant, je pense, pour nous. Dernière question, qui sera complexe aussi, évidemment. On va parler de la drogue. Parce que tu as fait une vidéo à Amsterdam où tu dis vas-y Balek, je suis à Exact. Amsterdam, je vais dire que je me drogue. Alors ce qui est marrant c'est que bon bah on était amis avant d'être business partner et c'est vrai qu'on avait, enfin on a toujours hein, mais on avait beaucoup de points communs. Aussi le fait que bah on était vachement investi dans notre pratique sportive, du coup dans notre nutrition. Quand on s'est rencontrés, attends, bah quand on s'est rencontrés, je pense que j'avais jamais consommé de drogue de ma vie à ce moment-là, Ok. non plus, parce que je crois que la première fois c'était à 27 ans ou quelque chose comme ça. Ok. Ce qui, pour des gens qui ont grandi en région parisienne, est quand même extrêmement rare. Ouais. Tous mes amis fumaient de la drogue. Ah non, mais moi j'ai refusé Dès de que tirer sur j'avais des 15 joints Bien depuis sûr, mes 14 ans. Hein. bien sûr. Ouais. Mais du coup, je trouve ça très intéressant que bah, du coup, on avait cette même. Tu vois, quand on partait en voyage, etc., bah, du coup, on travaillait, on s'entraînait. On aimait bien faire des restos et tout, on sortait aussi, mais on n'était jamais à boire de l'alcool, consommer des drogues, que ce soit de J'ai pas manière l'impression d'être récréative, passé etc. à côté de quoi que ce soit. Ah non, non, mais c'est pas ma question. Tu vois, ils se sont attaqués déjà. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que pourquoi tu avais un peu le même mindset que moi par rapport. Pourquoi tu n'étais pas attiré du tout? Est-ce que tu penses que c'était la culture familiale? Moi, je peux pas dire, tu vois, dans mon cas, que c'était mon entourage. Parce que tout le monde fumait Ah, dans mes potes, tu vois. moi, je pense que c'est mon entourage et mon éducation. Parce que mon père a fini général de gendarmerie, parce que dans ma famille, on a toujours vécu selon les règles, parce que j'ai eu une éducation militaire, parce que pour moi, si tu n'étais pas rasé sur les côtés et efficace et sportif, et Son père, il me met un scud dès qu'il me voit parce que je suis pas rasé de c'est près. con, mais tu vois, mon père, il me voit avec de la barbe, c'est qu'est-ce que c'est que cette dégaine de clodo, quoi. Enfin, là-dessus, on a eu les mêmes parents, tu vois, genre, Non, c'est non, non, horrible. ton père. Moi, mon père, il s'en fout. Ouais, ça, c'est ta mère qui te taille. Mon père, il a une barbe. Hein. Maintenant, il a une barbe. Bon, ça fait longtemps. Mais non. Ouais. Oh, putain. Ma mère aussi. Mais ouais, moi, c'est clairement ma famille et mon éducation, tu vois. Et pour moi, et puis les exemples aussi qu'on avait dans la culture mainstream des gens qui prenaient de la drogue, c'était des drogués. Enfin, tu vois, même le mot drogue, tu vois. C'est le principe. Non, mais le mot psychédélique, je l'ai entendu que très tard, tu vois. C'est Pour le moi- hippisme de Non, la, mais de la voilà. drogue. Tu vois, avant ça, il y avait toutes les strates de mecs qui ont raté leur vie, qui sont incapables de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont incapables d'aligner deux idées, qui sont même plus maîtres d'eux-mêmes parce qu'ils sont tellement dans le coltard qu'ils sont Mais bons t'avais à une, rien.
t'avais une vraie manipulation des médias avec Mais la de- marijuana. mais de C'était genre, ouf. tu fumes de la marijuana ou tu consommes n'importe quel dérivé de marijuana, tu vas finir à la rue, quoi. Bien sûr, C'est bien le sûr, gateway drug pour bien les. sûr. Genre, tu fumes de la marijuana day Terminé, one, t'es au chômage. day 3, t'es en train de t'injecter de l'héroïne, quoi. Tellement. C'est la même chose. Tellement. Et tu vois, j'ai lu genre L'Herbe Bleue quand j'étais gamin, Ah ouais. sur le parcours de cette meuf qui commence à traîner dans un squat avec des gens plus vieux qu'elle et à accepter de tirer Je me sur un rappelle joint de et ça. tout. Et je me souviens plus, mais qui finit prostituée avec des organes en moins, Moi, je veux complètement pas être héroïnomane. prostituée. Et tu fermes le bouquin et tu dis, mais non, moi je veux pas qu'on me pique mon foie, tu vois. Donc c'est horrible. Et effectivement, la projection que j'en avais, moi j'ai des parents qui sont jamais drogués probablement, qui n'ont jamais rien pris, je pense pas. Enfin, c'est peut-être sur le tard, mais pas jeune en tout cas, je crois pas. Moi, je Tu vois, pense que mon père, il a eu une petite période, mais il m'en a jamais parlé. moi je sais pas, j'ai jamais échangé avec eux non plus là-dessus, tu vois. Mais peut-être parce que voilà, il n'y a jamais eu de dialogue aussi là-dessus, mais Avec bizarrement. ton père, pas évident. Avec mon père, pas évident d'avoir ce genre de dialogue, mais Comment ça, tu veux parler de drogue? va te raser, Va te déjà. raser. Connard. Mais, mais, mais ouais, déjà, l'image que ça m'en a dépeint au fur et à mesure de ma jeunesse n'était pas attrayante. C'est-à-dire qu'être subversible sur ce plan-là, ça n'a jamais été sexy pour moi, tu vois. Il y avait des dizaines de façons d'être un rebelle et d'être plus intelligent que de succomber à la pression du groupe et de C'est- devoir consommer ces C'est trucs. vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que je me sentais différent et je me sentais meilleur Mais d'une de certaine ouf. manière. Ouais, Moi, c'est moi vrai. mon système de valeurs me disait, mais Truc regarde d'ego, tes en potes, fait. ils sont camés, tu vaux mieux que ça en fait. Et toi, tu es capable de pas. C'est comme fumer, tu vois. Il a fallu que je lise ce bouquin sur la tricotylomanie et les addictions comportementales pour comprendre que fumer, c'était pas simplement une faiblesse et que pour moi, tout mon lycée, les gens qui fumaient, c'est des gens qui n'avaient pas de personnalité, tu vois. Ouais. Et qui disaient, ok, t'as pas voulu refuser la clope, t'as voulu te fondre dans un groupe social Bah, de et la aller même faire manière, des pauses clopes avec des gens et De tout. la même manière, moi, j'avais pas. Parce que c'est des choses dont j'étais pas conscient, mais quand tu me parlais de t'arracher les poils, je fais, mais bah, arrête, t'es con. Bah, le fais pas juste. Mais ouais, et ça, Voilà. c'était une erreur de ma part parce Non, que non, mais c'est des trucs dont C'est des j'étais trucs qu'on a- pas conscient, quoi. Parce que t'es pas acculturé à ça. Mais Ouais, pareil, pour les exactement, gens qui ouais. fumaient, je dis bah arrête en fait. Ouais, Ah, t'as toujours, envie ouais. d'arrêter, bah arrête. Voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est beaucoup plus complexe et ça fait appel à des ressorts psychologiques qui sont beaucoup plus ancrés, tu vois. Mais du coup, je me disais aussi, bah attends, peut-être qu'il y a des gens qui sont intelligents qui n'arrivent pas à arrêter, peut-être qu'il faut essayer d'éviter de commencer, tu vois. Donc me tenir loin de ces trucs qui étaient potentiellement addictifs, ça m'a toujours aussi permis de ne pas tomber dans ce genre d'écueil, tu vois, parce que je sais que je suis un être humain et que j'ai des faiblesses comme tout le monde, et que peut-être que si j'avais commencé, tu vois, le jeu, c'est pareil. Je sais qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont addicts au jeu. Je me suis toujours méfié des casinos, des machines à sous, des jeux vidéo et des machins, tu vois. Genre, j'ai jamais trop été addict quand j'étais ado aux jeux vidéo Putain, c'est et un à truc passer que des soirées de ouf sur Counter-Strike et World of Warcraft et tout. Le jeu, le gambling, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Mais encore Mais une fois, pareil, tu vois. c'est une addiction comportementale avec des ressorts de récompense, de dopamine, Bien sûr, de ouais. tamponnage de la frustration, etc. Et moi, j'ai jamais voulu foutre un doigt dans cet engrenage-là Parce que ça te c'est- nique ta c'est vie, pervers mais. de ouf, tu vois. Et pour moi, fumer, et alors quand on dit les drogues, il faut être réaliste. Moi, jusqu'à ce que j'ai 25 ans, enfin, j'ai jamais vu personne consommer autre chose que de la bœuf, tu vois. Genre, Ouais. ça fumait un peu de shit quand j'étais au lycée, etc. Moi, on me demandait si je voulais tourner sur des gens et tout, j'ai jamais accepté. Mais on m'a jamais proposé de l'héroïne en terminale non plus, tu vois. Après, par contre, en évoluant, bah ouais, dans les soirées, j'ai vu des gens prendre de la coke, j'ai vu des gens prendre des trucs et tout, et je me disais, waouh, pourquoi ils ont besoin de ça en fait? Pourquoi tu prends du sucre poudre? Vous avez un peu de sucre en poudre? Non, mais clairement, tu vois, je n'ai jamais été attiré par cet univers-là. En revanche, il y a un truc qui m'a toujours attiré, c'est l'expansion infinie des capacités sensorielles, kinesthésiques et neurales en général que produisaient les psychotropes et notamment les psychédéliques, tu vois. Et- Welcome on the Joe Rogan podcast. Non mais c'est ça. Oh, have you tried DMT? Let's talk about it. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Genre, je me souviens d'il y a 10 ans, être sur la page Wikipédia du LSD et me dire, putain, je vais vraiment essayer quand j'aurai 70 balais, tu vois. Parce que je lisais sur la page Wikipédia et sur les sources qui étaient intercroisées avec ça, qu'il y avait des gros effets secondaires potentiels dont j'avais pas envie de souffrir, tu vois, genre la rémanence rétinienne, j'avais pas envie de me réveiller à 35 ans et voir d'un coup un loup-garou en plein milieu de la route et faire une embardée sur le périph' à 130, tu vois. Mais je me disais, putain, c'est quand même magnifique les effets et ce que ça peut déclencher dans le cerveau. Je veux absolument, encore une fois, en termes d'expérience humaine, je veux connaître ça une fois dans ma vie, tu vois.
Et en fait, avec l'éducation et la sensibilité que j'en ai eue au fur et à mesure, et aussi le fait qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus d'amis qui ont testé ça et qui peuvent t'en parler d'expérience et qui sont passés de l'autre côté et qui Puis ont vécu ça, c'est plus rassurant aussi tu vois les choses d'avoir ces différemment. retours d'expérience de Bien sûr. personnes que soit tu admires, soit tu vois comme des equals, comment tu dirais ça? Des égos, Des pairs, des ouais, alter ego, des pairs, et que tu te dis, bon, c'est un mec qui s'en sort dans sa vie, il vit pas dans la rue, C'est pas un et, outcast, et il me dit que clairement. c'est une expérience Ouais. intéressante à faire, ouais, pourquoi pas, ouais. Tu vois, C'est ça la grosse tu différence. vois Elon Musk Moi, je trouve, hein. défoncer avec Joe Rogan, tu dis bon bah c'est peut-être pas le gateway vers le chômage et l'échec social. Je pense que c'est intéressant parce que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire que si quand j'étais jeune, j'avais vu mes idoles me dire non mais ça c'est cool et tout machin, bah Ouais. peut-être que ma vision aurait été complètement différente. C'est peut-être aussi pour ça que c'est bien de pas trop le démocratiser dans la culture populaire, surtout pour les Absolument. jeunes tôt, parce que toi et moi on aurait vu Batman se rouler des spliffs, peut-être qu'on aurait essayé plus tôt que prévu, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que moi, ça a toujours été. Enfin, tu vois, vu que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui consommaient du Ouais. cannabis, euh, pour moi, je disais, bon, bah, c'est une drogue qui est soft. Voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas. Enfin, voilà, par rapport à ce qu'ils font dans leur vie, etc., ils fument, mais ça ne leur empêche pas de vivre leur vie. Et en fait, avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est quand même une drogue qui prend beaucoup d'ampleur chez certaines personnes qui ont une tu vois, personnalité addictive. Ouais. Et que du coup, je comprends que la plupart des parents te disent ouais bon bah il faut pas que tu fumes parce que ça va avoir un impact, parce que c'est vrai que ça te met tellement dans cette mood de ah bah je suis bien en fait, je suis bien donc je vais pas forcément me mettre dans une zone inconfortable pour avoir plus. Et du coup c'est vrai que même si voilà c'est une drogue qui est soft d'une certaine manière, ça peut avoir quand même un impact chez certaines personnes euh, plutôt négatif quoi. Je suis content de l'avoir découvert un peu tard, tu vois. Je suis content de l'avoir découvert avec le recul nécessaire pour me dire c'est une expérience sympa, c'est cool de se sentir comme ça de temps en temps, mais j'ai pas envie d'être défoncé H24, tu vois. Mais tu vois, même, ouais, enfin, tu vois, genre par exemple, rien que consommer ce genre de substance un matin, ça me ferait stresser, tu vois. C'est Parce que impossible. passer toute la journée comme ça, C'est hors de genre, je sais question. pas comment Non, les mais gens peuvent faire. je peux pas, tu vois. Mais par contre, ouais, me faire un petit trip de temps en temps et me sentir dans un effet différent, avoir des synesthésies différentes, etc. Bah ouais, en termes d'expérience de vie, c'est rigolo, tu vois. Mais dans un contexte, avec une intention différente, C'est ça. avec un dosage cohérent et voilà, en cherchant un truc et pas en cherchant à fuir l'ensemble de ses problèmes, à procrastiner, à s'oublier soi-même ou à fuir la réalité de la vie en ayant recours à des solutions pharmaceutiques plutôt qu'à l'introspection, tu vois. Top. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Je crois qu'on est pas mal déjà. Je avant sais de pas comment le finir ce micro podcast? n'est pas mort en cours de route. Oh putain, Ça fait un j'ai même moment pas qu'on y est, je regardé. crois. C'est magnifique. Non, Quoi, il est mort? non. Il est dead? Ouais. Oh non. Oh Sérieux? putain, je suis fané. Celui-là, il est comment? Bah, le mien, il est mort aussi. Oh putain. Oh shit. Le tien, il est en Ouais, il est bien. T'en parles pour voir comment ça marche quand t'es ici? J'espère qu'on va entendre le son dans le tien, mais ça risque de. Ah non, c'est pas terrible du C'est tout, hein. vrai, ça risque d'être caca. Non, ça bouge encore quand même un peu. On verra. On verra. Ainsi s'achève ce petit récit. Putain, j'ai pas fait attention quand est-ce qu'il s'est éteint. Ça Non, doit faire il y a pas longtemps, je je pense. sais pas trop. Bon, qu'est-ce que tu veux dire pour finir? Bah merci déjà mon gros parce que c'était une exploration hyper cool. On a balayé beaucoup de sujets et même si on a toujours des milliers de trucs à se dire, j'ai l'impression qu'on fait jamais le tour parce que Ah bah oui. parce que parler avec des gens intelligents c'est toujours une exploration sans fin. Donc merci beaucoup. Et il y a plein d'autres thèmes dont moi j'ai envie de parler avec toi et qu'on fera peut-être en retour sur mon podcast. Absolument. Que les gens pourront attendre. On aura le pendant, la complémentaire, le corollaire. Bref, merci pour tout mon gros. Je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi. On se retrouvera du coup sur Smartfire. Bah, vous savez où retrouver Antoine, hein, sur YouTube, Antoine Fonbonne, sur Instagram, pareil, maintenant, Antoine Fonbonne. T'es pas sur TikTok encore?
Oh putain, il est sur TikTok. Si, Antoine Fonbonne. Bon, je posterai pas cet épisode. Je rigole. Antoine Fonbonne, du coup. Et de toute façon, vous aurez tout à l'écran et en description du podcast si vous voulez faire un petit tour sur ces réseaux. À bientôt!